Le réveillon de Noël dans le comté de Sonoma est censé être magique. Les vignobles brillent d'un éclat doré sous le soleil d'hiver couchant, et l'air sent la fumée de bois et le pin. Je remontais l'autoroute 121 ce soir-là, regardant la dernière lumière s'estomper sur les collines, et je me souviens avoir pensé que, peut-être, cette année serait différente. Peut-être que cette fois, j'aurais enfin l'impression d'être à ma place. Papa avait eu 61 ans cette semaine-là, et Marianne avait prévu cette grande célébration combinée, un dîner de réveillon de Noël dans une salle à manger privée haut de gamme. Le genre d'endroit avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la vallée, et des cartes des vins plus épaisses que des annuaires téléphoniques. Elle avait envoyé les détails dans un groupe de discussion 2 semaines plus tôt, code vestimentaire semi-formel, réservation à 19h précise. Toute la famille serait là. J'avais passé l'après-midi à emballer le cadeau de papa, une boussole vintage provenant d'un magasin d'antiquités à Sacramento, le genre qui appartenait à un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Je pensais qu'il apprécierait l'histoire. Je m'étais assuré que les coins étaient parfaits, le ruban noué juste comme il faut, parce que c'est ce que je faisais toujours. Je me présentais. J'essayais. Je rendais tout parfait. Que faisiez-vous au moment où vous avez réalisé que votre famille ne vous voyait pas de la façon dont vous les voyez ? Pour ma part, je me garais sur le parking de ce restaurant à 18h58, vérifiant mon maquillage dans le rétroviseur une dernière fois, m'assurant que tout était juste comme il faut, m'assurant que je ne l'embarrasserais pas. Le restaurant était magnifique à l'intérieur, un éclairage chaleureux, un immense sapin de Noël dans le hall. L'hôtesse m'a conduite à travers la salle à manger principale où d'autres familles célébraient déjà, puis le long d'un couloir vers une salle privée à l'arrière. Je pouvais entendre des voix avant même de franchir le seuil, des rires, du vin qu'on versait. Quand je suis entré, tout le monde était déjà là. Papa se tenait en bout de table dans un blazer bleu marine, ressemblant en tout point à l'entrepreneur prospère. Marianne était à côté de lui dans une robe couleur crème, ses cheveux coiffés de manière sophistiquée. Lucas et sa petite amie étaient habillés comme des enfants de club de loisirs, et tante Evelyne portait trop de parfum et ce sourire qu'elle avait toujours quand elle savait quelque chose que vous ignoriez. Bonsoir tout le monde, ai-je dit. Joyeux Noël. Papa m'a fait un signe de tête rapide. Marianne m'a jeté un coup d'œil et a détourné le regard. Lucas a levé légèrement son verre de vin. Tante Evelyne a dit, oh, Brooke, tu as réussi à venir, comme si elle avait pris des paris sur le fait que je me montrerais ou non. J'ai posé le cadeau de papa sur la table d'appoint avec les autres et j'ai glissé mon manteau. C'est là que j'ai remarqué. J'ai toujours été doué pour les détails. 8 ans en tant que spécialiste en sauvetage parachutiste, ça vous forge. Vous apprenez à évaluer une situation en quelques secondes, compter les gens, vérifier les sorties, remarquer ce qui ne colle pas. La table était magnifique, nappe blanche, grande bougie, verre à vin en cristal, assiette en porcelaine avec liseré doré. J'ai commencé à compter automatiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couverts. Puis j'ai compté les gens, papa, Marianne, Lucas, sa petite amie, tante Evelyne, moi. 6 personnes, 6 couverts. Sauf que les couverts n'étaient pas espacés régulièrement. Ils étaient regroupés à l'extrémité opposée. À l'extrémité la plus proche de là où je me tenais, il n'y avait rien. Juste une table vide. Juste du tissu blanc vierge. Il y avait un vide là où mon couvert aurait dû être. Je suis resté là, tenant mon sac à main, fixant cet espace vide, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Peut-être qu'ils avaient oublié. Peut-être que quelqu'un remarquerait et corrigerait ça. Mais personne n'a rien dit. Au lieu de cela, tout le monde a commencé à se diriger vers la table comme si c'était tout à fait normal. Papa a tiré la chaise de Marianne. Lucas s'est assis avec sa petite amie. Tante Evelyne s'est installée et a tendu la main vers le vin. Je suis resté où j'étais, tenant toujours mon sac, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Personne ne me regardait. Personne ne reconnaissait que je me tenais là, sans endroit pour m'asseoir. Finalement, papa a croisé mon regard, et il a souri. Pas un sourire confus, pas un sourire d'excuse, un sourire qui disait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il a fait un geste vers la table, vers les 6 sièges occupés. Et puis il a dit, assez fort pour que tout le monde entende, oups. On dirait qu'on a mal compté. Les sièges sont réservés à la famille. Les mots ont atterri comme une gifle. Puis tante Evelyne a ri. Lucas a eu un sourire narquois et a baissé les yeux sur sa serviette. Marianne n'a pas ri, mais j'ai vu ce minuscule soulèvement au coin de sa bouche.
De la satisfaction. Je me suis tenu là au milieu de cette belle pièce, et quelque chose à l'intérieur de moi est devenu très, très calme. J'ai été dans des situations où ma vie dépendait du fait de rester calme. J'ai pris des décisions pendant que des gens hurlaient et saignaient autour de moi. La première chose qu'ils vous apprennent en sauvetage parachutiste est ceci, ne réagissez pas émotionnellement. Évaluez la situation. Prenez votre décision. Exécutez votre plan. Alors, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié pour une explication. J'ai juste regardé papa, cet homme que j'avais passé 32 ans à essayer de rendre fier, cet homme dont j'avais co-signé l'hypothèque en utilisant mes avantages de vétéran, cet homme qui était censé être mon père, et j'ai dit très doucement, il semble que je ne sois pas de la famille. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Personne ne s'est excusé. Papa a juste continué de sourire, ce petit sourire satisfait. J'ai ramassé mon manteau, me suis retourné et suis sorti. J'ai traversé la salle à manger principale où d'autres familles célébraient ensemble. Je suis passé devant l'hôtesse qui m'a souhaité de joyeuses fêtes. Je suis sorti dans l'air froid de décembre et suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient quand j'ai agrippé le volant. Pas de tristesse, pas de choc, mais de clarté. Je suis resté assise là, le moteur tournant et le chauffage soufflant de l'air froid. À travers mon rétroviseur, je pouvais voir le restaurant briller derrière moi. Je pouvais voir les fenêtres de cette salle privée. Des ombres bougeant autour de la table. Papa en bout de table, tenant sa cour. Ma famille. Sauf que je n'étais plus de la famille. Il l'avait rendu très clair. J'ai sorti mon téléphone. J'avais passé 8 ans à apprendre comment rester calme quand tout s'effondrait, comment exécuter un plan et sauver des gens qui ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Mais j'avais aussi appris autre chose, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter de sauver des gens qui ont clairement fait savoir qu'ils ne veulent pas de vous. J'ai passé 3 appels téléphoniques. Le premier était à Naomi Pierce chez USA. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, même si c'était le réveillon de Noël. J'ai gardé ma voix stable et professionnelle, et je lui ai dit exactement ce dont j'avais besoin. Le deuxième appel était à Grant Wilder, le directeur général du restaurant. J'avais cherché son nom sur leur site web il y a des semaines. C'était un ancien marine. J'avais le sentiment qu'il comprendrait. Le troisième appel était à Lydia Moore, mon avocate. Elle n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message vocal, court et clair. Chaque appel a pris moins de 5 minutes au total. Quand j'ai eu fini, j'ai posé mon téléphone dans le porte-gobelet et suis sorti du parking. Je n'ai pas regardé le restaurant en arrière. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste conduit. Étage 30 minutes plus tard, tout a changé. J'ai appris à être forte avant même de savoir ce que signifiait la force. Ma vraie mère est morte quand j'avais 16 ans. Cancer des ovaires. Cela lui a pris 11 mois du diagnostic aux funérailles. Je l'ai regardé s'éteindre dans ce lit d'hôpital à la maison. Et papa ne l'a pas bien géré. Il s'est jeté dans le travail, restait sur les chantiers jusqu'à 21h ou 22h, rentrait à la maison sentant la sueur et l'épuisement. Alors, j'ai géré tout le reste. Je me suis occupé des médicaments de maman. J'ai appris à changer ses poches de perfusion. Je restais assise avec elle quand elle ne pouvait pas dormir, et je lui lisais des livres qu'elle avait l'habitude de me lire quand j'étais petite. Après sa mort, c'était juste papa et moi dans cette maison silencieuse. Il ne parlait pas d'elle. Ne gardait pas de photos sorties. Ne voulait pas faire face au deuil. Alors, il l'a juste enfermée quelque part où je ne pouvais pas voir. Et j'ai appris à faire la même chose. Je me suis engagé dans l'armée de l'air 2 semaines après mon 18e anniversaire. Papa n'aimait pas l'idée, mais j'avais besoin de sortir. J'avais besoin de faire quelque chose qui semblait plus grand que cette maison vide et le poids de tout ce que nous ne nous disions jamais. Après l'entraînement de base, j'ai postulé pour le sauvetage parachutiste. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le sauvetage parachutiste. Quand je leur dis que j'étais dans l'armée de l'air, ils m'imaginent travaillant sur des avions ou assis à un bureau. Ils ne m'imaginent pas sautant d'hélicoptères, ou courant dans des zones de combat, ou tirant des soldats blessés hors de véhicules en feu. Le sauvetage parachutiste, ce sont les opérations spéciales. Nous entrons quand tout le monde essaie de sortir. Notre devise est, pour que d'autres puissent vivre. Le parcours de formation prend presque 2 ans. Il est conçu pour vous briser. Ils veulent voir qui peut continuer quand chaque partie de votre corps vous hurle d'arrêter.
Je me souviens de l'entraînement à la confiance dans l'eau. Il vous attachait les mains dans le dos et vous jetait dans une piscine, et vous deviez rester calme pendant que vous couliez au fond. La première fois qu'ils me l'ont fait, j'ai cru que j'allais me noyer. Mes poumons brûlaient. Ma vision s'assombrissait sur les bords. Chaque instinct me disait de me débattre et de lutter. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile. Je me suis laissé couler. J'ai compté jusqu'à 10. Et puis j'ai poussé sur le fond avec mes pieds. Quand j'ai percé la surface, l'instructeur a juste hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Tu es resté calme. C'est ce qui te garde en vie. J'ai porté cette leçon à travers tout ce qui a suivi. À travers l'école de plongée, l'école de saut et la formation médicale de combat. À travers mon premier déploiement en Afghanistan quand j'avais 22 ans. À travers des missions où nous volions au milieu de fusillades actives pour extraire des marines blessés. Il y a une mission dont je rêve encore. Nous avons reçu un appel disant qu'un convoi avait heurté un engin explosif improvisé à l'extérieur de Kandahar. Multiples victimes. Quand nous avons atterri, il y avait des tirs venant de la lisière des arbres. Le véhicule était en feu. 3 gars à terre. J'ai couru vers eux pendant que des balles frappaient la terre autour de moi. Le premier gars avait un éclat d'obus dans la jambe et hurlait. Le deuxième gars était inconscient avec une blessure à la tête. Le troisième gars était coincé sous une partie du véhicule, et je pouvais sentir l'odeur du métal brûlant et de l'essence. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé. J'ai stabilisé le premier gars. J'ai vérifié les voies respiratoires du deuxième. Et puis j'ai rampé sous ce véhicule en feu avec un autre parasauveteur, et nous avons tiré le troisième gars dehors. Nous les avons tous les 3 montés dans l'hélicoptère. 2 d'entre eux sont sortis, un non. Quand nous avons atterri, j'étais couverte de sang et mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas détacher mon harnais. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. J'ai rempli le rapport de mission, nettoyé mon équipement et suis allé aux messes comme si c'était juste un autre jour. Parce que c'est ce que vous faites. Vous restez calme. Vous faites votre boulot. Vous continuez d'avancer. J'ai fait 4 déploiements sur 6 ans. J'ai gardé la tête froide quand tout le monde autour de moi perdait la sienne. Je suis devenu exactement ce que l'armée de l'air m'avait entraîné à être, forte, fiable, incassable. Et chaque fois que je rentrais en permission, papa me regardait avec quelque chose ressemblant à de la fierté et disait, « Tu t'en sors bien, gamine. Tu es dur à cuire. Tu peux tout gérer. » Il l'a dit quand je suis revenu de mon premier déploiement et que je ne pouvais pas dormir une nuit complète. Il l'a dit quand je suis revenu de mon deuxième déploiement avec une blessure à l'épaule qui me lance encore quand il pleut. Il l'a dit quand je suis revenu de mon 3e déploiement et que mon meilleur ami n'est pas revenu du tout. « Tu es si forte, disait-il. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. » Et je le croyais. Je pensais qu'être forte signifiait que je n'avais pas besoin d'aide. Je pensais qu'être capable signifiait que je ne méritais pas de réconfort. Quand je suis sorti après 8 ans, j'avais 26 ans et aucune idée de qui j'étais en dehors de l'uniforme. J'ai trouvé un travail dans la logistique. J'ai loué un appartement à Sacramento. J'ai gardé tout dans ma vie organisée et contrôlée. Papa avait épousé Marianne à ce moment-là. Elle avait été un agent immobilier qui lui avait vendu un bien d'investissement, et ils s'étaient bien entendus. Elle a amené Lucas avec elle quand elle a emménagé. Il avait 19 ans, travaillait à temps partiel dans la vente, cherchant encore ce qu'il voulait faire de sa vie. Marianne parlait de lui comme s'il était en vert. Mon garçon ceci, mon bébé cela. Elle s'inquiétait pour lui constamment. Personne ne s'inquiétait pour moi. Quand je venais pour les vacances, Marianne demandait à Lucas s'il avait besoin de quoi que ce soit, plus de nourriture, une veste plus chaude, de l'aide pour le paiement de sa voiture. Elle s'agitait autour de lui, s'assurait qu'il était à l'aise. Quand elle me parlait, c'était différent. Comment va le travail? Tu as l'air fatigué. Tu devrais vraiment penser à te poser. Et papa disait, elle va bien. Elle peut prendre soin d'elle-même. Elle a toujours été la forte. Comme si c'était un compliment. Comme si cela expliquait pourquoi je mangeais mon dîner de Thanksgiving seul dans mon appartement 3 années de suite. J'ai commencé à remarquer le schéma à chaque fois que quelque chose de difficile arrivait. Chaque fois que j'avais besoin de soutien ou juste de quelqu'un pour reconnaître que les choses étaient difficiles, j'entendais la même chose, tu es si forte. Tu vas t'en sortir.
Tu le fais toujours. C'est devenu un bouclier derrière lequel il se cachait, une excuse pour ne pas être là pour moi. Quand ma relation avec un autre vétéran s'est effondrée, papa a juste haussé les épaules et dit, tu trouveras quelqu'un d'autre. Tu es une dure. Tu n'as besoin de personne. Quand j'ai été opéré de l'épaule et que j'ai dû prendre 3 semaines de congé, Marianne a envoyé un SMS, j'espère que tu te sentiras mieux bientôt. Papa n'a pas rendu visite, n'a pas appelé, a juste supposé que je gérerais parce que c'est ce que je faisais toujours. Quand je leur ai dit que je luttais contre des cauchemars et que je pensais voir un thérapeute, Marianne a dit, oh, chérie, tu as juste besoin de rester occupé. Et papa a dit, tu as traversé pire. Tu vas t'en remettre. Le message était clair, ma force signifiait que je ne méritais pas leur attention. Ma confiance signifiait que je n'avais pas besoin de leur amour. Alors, j'ai arrêté de le demander. J'ai arrêté de leur dire quand les choses étaient dures. J'ai arrêté d'attendre qu'ils se manifestent. Et puis, il y a 2 ans, papa a eu besoin de quelque chose de ma part. Il voulait acheter une plus grande maison, quelque chose dans un meilleur quartier avec une vue sur les vignobles, mais il n'avait pas assez d'économies pour un acompte, et son crédit n'était pas génial après quelques problèmes d'affaires pendant la récession. C'est là que Marianne a suggéré d'utiliser mes avantages de vétéran. Les prêts VA ne nécessitent pas d'acompte, et si je co-signais, si je mettais mon nom sur l'hypothèque en tant que garant, il pourrait obtenir la maison qu'il voulait. Papa m'a appelé un dimanche après-midi. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il est allé droit au but. J'ai besoin d'une faveur, a-t-il dit. Puis il a expliqué la situation. Il a fait en sorte que ça paraisse simple, facile, juste une signature sur quelques papiers. Juste moi et dans ma famille. J'aurais dû dire non. J'aurais dû poser des questions. J'aurais dû me protéger de la façon dont j'avais été formé pour protéger les autres. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que quelque part au fond, j'étais encore cette fille de 16 ans assise au chevet de sa mère mourante, essayant si fort d'être assez bien, assez forte, assez digne. Alors, j'ai dit oui. J'ai signé les papiers. J'ai mis mon nom sur une hypothèque pour une maison dans laquelle je ne vivrai jamais. J'ai utilisé les avantages que j'avais gagnés en risquant ma vie dans des zones de guerre pour acheter à mon père et sa nouvelle famille leur maison de rêve. Et papa m'a serré dans ses bras quand l'affaire a été conclue. Il m'a vraiment serré dans ses bras, ce qu'il ne faisait presque jamais, et il a dit, je suis fier de toi, gamine. Tu as vraiment assuré. Pendant environ 5 minutes, j'ai eu l'impression de compter. Puis le moment est passé. Ils ont emménagé dans la nouvelle maison. Marianne l'a décorée exactement comme elle le voulait. Lucas a eu la plus grande chambre d'amis. Et je recevais un SMS tous les quelques mois demandant quand j'allais venir visiter, comme si j'étais une parente éloignée au lieu de la personne qui avait rendu tout cela possible. J'étais forte. J'étais capable. J'étais utile quand ils avaient besoin de quelque chose. Mais je n'étais pas de la famille. Je ne le savais juste pas encore. Pas vraiment. Pas jusqu'à ce que je me tienne dans ce restaurant, que je compte ces sièges et que j'entende papa dire ces mots, les sièges sont réservés à la famille. C'est là que j'ai finalement compris. Ma force ne m'avait pas protégé. Elle leur avait donné la permission de me blesser. Et assise dans ma voiture ce réveillon de Noël, les mains tremblant encore, le téléphone chaud dans ma paume après ces 3 appels téléphoniques soigneux, j'ai réalisé autre chose. J'avais passé toute ma vie d'adulte à sauver des gens. Peut-être qu'il était temps de me sauver moi-même. C'était au printemps 2018 que papa a mentionné pour la première fois vouloir déménager. Lui et Marianne étaient mariés depuis environ 1 an, et elle parlait de trouver quelque chose de plus grand, quelque chose avec plus d'espace, quelque chose qui reflétait leur vie ensemble au lieu de la maison où papa avait vécu avec ma mère toutes ces années auparavant. Je comprenais cela. Vraiment. La vieille maison avait des fantômes. Le jardin de ma mère à l'arrière dont personne ne s'occupait plus. La cuisine où elle avait l'habitude de préparer les dîners du dimanche. La chambre où elle était morte. Je ne pouvais pas blâmer papa de vouloir un nouveau départ. Mais les maisons en Californie ne sont pas bon marché, surtout pas dans le comté de Sonoma où Marianne voulait être proche des établissements vinicoles. De bonnes écoles pour quand Lucas déciderait ce qu'il voulait faire. Le genre de quartier où les gens conduisaient de belles voitures et avaient des jardins paysagers. L'entreprise de papa marchait bien, mais pas super. Il avait eu quelques années difficiles pendant la récession et son crédit en avait pris un coup. Il avait un peu d'argent de côté, mais pas assez pour un acompte de 20% sur le genre de maison que Marianne regardait. C'est là qu'elle a eu l'idée.
Ils m'ont invité à dîner un dimanche d'avril. C'était juste nous trois, Lucas travaillait ce soir-là. Marianne avait fait un rôti et de la purée de pommes de terre, et nous étions assis à la vieille table de salle à manger qui était celle de ma mère. Nous devons te parler de quelque chose, a dit papa après que nous ayons fini de manger. Il avait ce ton dans la voix. Celui qui signifiait qu'il était sur le point de demander quelque chose. Marianne est intervenue avant qu'il ne puisse continuer. Nous avons regardé des maisons, a-t-elle dit. Il y a cette magnifique propriété à Healdsbourg. 4 chambres, 3 salles de bain, une vue sur les vignobles. C'est parfait pour nous. C'est génial, ai-je dit. J'étais heureuse pour eux. Je le pensais. Le truc, c'est que, a dit papa, nous avons quelques problèmes avec le financement. L'acompte est plus élevé que nous le pensions, et avec l'état de mon crédit en ce moment, les taux d'intérêt qu'il propose ne sont pas idéaux. Marianne a tendu la main à travers la table et a posé la sienne sur la mienne. C'est là que tu interviens, chérie. Tu as ces avantages de vétéran, le programme de prêt VA. Nous pensions que si tu pouvais co-signer avec nous, nous pourrions éviter l'acompte entièrement et obtenir un bien meilleur taux. J'ai retiré ma main lentement. Vous voulez que je co-signe votre hypothèque? Juste sur le papier, a dit Marianne rapidement. Tu n'aurais rien à payer. Nous gérerions tous les paiements mensuels. Nous avons juste besoin de ton nom sur le prêt pour être éligible aux avantages VA. Papa s'est penché en avant. Ça nous aiderait vraiment, gamine. Et ce n'est pas comme si ça te coûtait quoi que ce soit, juste une signature. J'aurais dû dire non tout de suite. J'aurais dû expliquer que mettre mon nom sur une hypothèque n'était pas juste une signature. C'était un engagement légal. C'était mon crédit en jeu. C'était mon avantage utilisé pour le rêve de quelqu'un d'autre. Mais j'ai regardé papa assis là dans la maison où ma mère était morte, et j'ai pensé à quel point les dernières années avaient été dures pour lui. Et j'ai pensé que c'était peut-être ma chance d'être la fille dont il pouvait être fier. Pas juste la forte, pas juste celle qui pouvait gérer les choses, mais celle qui assurait quand ça comptait. Alors j'ai dit, d'accord. Le processus a pris environ 2 mois. J'ai dû fournir tous mes dossiers militaires, preuves de service et papiers de démobilisation. J'ai dû assister à des réunions avec l'agent de crédit à la banque, une femme nommée Naomi Pierce, qui travaillait pour USAA. Elle était minutieuse et professionnelle, et elle m'a tout expliqué très soigneusement. Vous comprenez qu'en tant que co-signataire, vous êtes également responsable de ce prêt, a-t-elle dit. Si les emprunteurs principaux font défaut, le prêteur peut se retourner contre vous pour la totalité du montant. Je comprends, ai-je dit. Et vous utilisez votre avantage de prêt VA, ce qui signifie que vous ne pourrez pas l'utiliser à nouveau pour votre propre achat de maison tant que ce prêt n'est pas remboursé ou refinancé sans votre nom dessus. Je sais, ai-je dit. Elle m'a regardé un long moment. C'est un gros engagement, Brooke. Assurez-vous de faire confiance à ces gens. C'est mon père, ai-je dit. Comme si cela expliquait tout. La maison qu'ils ont choisie était magnifique. Je leur accorde ça. C'était une maison de style artisan sur 2 acres avec des chênes et une longue allée. La cuisine avait des comptoirs en granit et des appareils en acier inoxydable. Il y avait une suite parentale avec un dressing plus grand que mon appartement entier. Le jardin avait un barbecue intégré, une pergola et assez d'espace pour organiser des fêtes. Le prix d'achat était de 475 000 $. Avec le prêt VA, papa et Marianne n'ont pas eu à verser un seul centime. Ils devaient juste prouver qu'ils pouvaient effectuer les paiements mensuels, qui s'élevaient à environ 2 800 $ par mois, taxes foncières et assurances incluses. Je suis allé avec eux à la conclusion de la vente en juin. Nous nous sommes assis autour d'une grande table de conférence à la société de titres et avons signé papier après papier après papier. Papa a signé, Marianne a signé. Et puis ils ont poussé la pile vers moi. Signez ici, a dit l'officier de titre, pointant les lignes surlignées. Et ici, et ici. Ma main a hésité au-dessus de la première ligne de signature. Pendant juste une seconde, j'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Un avertissement, peut-être. Une voix qui disait que ce n'était pas juste. Mais ensuite papa m'a regardé et a souri. Merci de faire ça, gamine. Ça signifie beaucoup. Alors j'ai signé. J'ai signé mon nom 17 fois ce jour-là sur le billet à ordre, sur l'acte de fiducie, sur la garantie de prêt VA, sur des documents qui me rendaient légalement responsable de près d'un demi-million de $ de dettes pour une maison dans laquelle je ne vivrai jamais.
Quand ce fut fini, l'officier de titre a remis les clés à papa. Félicitations, a-t-elle dit. Vous êtes propriétaire. Marianne a vraiment eu les larmes aux yeux. Elle a serré papa dans ses bras, puis elle m'a serré dans ses bras et a dit « Merci beaucoup, Brooke. Nous n'aurions pas pu faire ça sans toi. Tu es une telle bénédiction pour cette famille. » Papa m'a serré la main. « Je suis fier de toi, » a-t-il dit. « Tu as vraiment assuré. » Et pendant ces quelques minutes debout dans ce bureau de la société de titres, j'ai eu l'impression de compter. D'avoir l'impression de faire partie de quelque chose. D'avoir l'impression d'appartenir à un groupe. Ils ont emménagé 2 semaines plus tard. Je les ai aidés à emballer la vieille maison, porter des cartons et charger le camion que papa avait loué. Marianne dirigeait tout comme un général, nous disant où chaque meuble devait aller dans le nouvel endroit. Lucas a eu la plus grande chambre d'amis. Elle avait sa propre salle de bain et une vue sur les vignobles. Marianne a transformé une autre pièce en son bureau à domicile. Papa a installé son atelier dans le garage. Personne n'a demandé si je voulais une chambre. J'ai dormi sur le canapé la seule fois où je suis resté ce premier mois. Marianne s'est excusée et a dit qu'il n'avait tout simplement pas encore eu le temps d'aménager l'espace invité. Peut-être la prochaine fois. Il n'y a pas eu de prochaine fois. Les premiers mois, ils étaient reconnaissants. Marianne appelait toutes les 2 semaines pour me donner des nouvelles de la maison. Ils avaient peint le salon. Ils avaient planté des roses devant. Papa avait construit une nouvelle terrasse à l'arrière. Puis les appels sont devenus moins fréquents. 1 fois par mois, puis tous les 2 mois, puis juste pour les fêtes. Les paiements hypothécaires sortaient de leur compte automatiquement. Je n'ai jamais vu de relevé, jamais reçu de copie d'aucun papier. J'avais signé mon nom et remis mes avantages, et ensuite on s'attendait juste à ce que je fasse confiance au fait que tout était géré. Et je leur ai fait confiance, car quel choix avais-je? Environ 1 an après leur emménagement, je suis monté pour visiter pour le 60e anniversaire de papa. Quand je suis arrivé, Lucas était à la maison avec sa petite amie. Ils étaient assis dans le salon comme s'ils étaient propriétaires des lieux. « Oh, salut, Brooke » a dit Lucas sans se lever. « Je ne savais pas que tu venais. J'ai envoyé un texto à papa hier, ai-je dit. Oh, il n'en a pas parlé. » Marianne est sortie de la cuisine et a semblé surprise de me voir. « Brooke, chérie, nous ne t'attendions pas aujourd'hui. » J'ai dit à papa que je venais, ai-je répété. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. « Tu sais comment il est. De toute façon, nous partons dîner avec des amis dans environ 1 heure, mais tu es la bienvenue pour rester ici si tu veux. Il y a des restes de pâtes dans le frigo. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la maison que je les avais aidés à acheter, et j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas gardé de siège au dîner d'anniversaire non plus. Je suis parti avant eux, inventant une excuse comme quoi je devais rentrer à Sacramento pour le travail le lendemain. Papa m'a raccompagné à ma voiture et m'a fait une accolade rapide. « Merci d'être passé, gamine » a-t-il dit, comme si j'étais une voisine venue déposer un plat. J'ai conduit jusqu'à chez moi et je n'ai pas pleuré. J'avais appris il y a longtemps que pleurer ne réparait rien. Mais je me suis assise dans mon appartement ce soir-là et j'ai cherché les documents de prêt dont j'avais gardé des copies. Et je les ai lus attentivement, vraiment attentivement. Pour la première fois depuis que j'avais signé, j'étais responsable de 475 000 $. Mon nom était lié à cette maison tout autant que le leur. S'il manquait des paiements, cela détruirait mon crédit. S'il faisait défaut, je serais responsable de la totalité du montant. Je leur avais tout donné. Et je n'avais même pas un endroit pour dormir quand je venais en visite. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce que j'avais vraiment fait. Je n'avais pas aidé ma famille. Je leur avais remis les clés pour contrôler tout mon avenir financier, et ils ne s'en rendaient même pas compte. Ou peut-être qu'ils s'en rendaient compte, et qu'ils s'en fichaient simplement. De toute façon, j'étais piégé. Lié à eux par un morceau de papier que j'avais signé de bonne foi, par des avantages que j'avais gagnés avec mon propre sang et sacrifice, par la croyance que la famille était censée signifier quelque chose. J'ai gardé ces papiers de prêt dans un dossier dans le tiroir de mon bureau. Je ne les regardais pas souvent. Ça faisait trop mal. Mais 2 ans plus tard, assise dans ma voiture devant ce restaurant le soir de Noël, j'ai sorti les documents sur mon téléphone. Je les ai lus à nouveau alors que mes mains tremblaient et que mon souffle embuait les vitres. Et j'ai finalement compris ce que Naomi avait essayé de me dire ce jour-là à la banque, assurez-vous de faire confiance à ces gens. Je leur avais fait confiance avec tout.
Et il venait de me dire que je n'étais pas de la famille. Après leur emménagement dans la nouvelle maison, les choses ont changé. Pas tout d'un coup. Pas de façon dramatique, juste de petites choses qui se sont accumulées au fil du temps jusqu'à ce que je regarde autour de moi un jour et réalise que je ne reconnaissais plus ma propre famille. Marianne avait toujours été impliquée dans la vie de papa, mais après le déménagement, elle est devenue le centre de tout. Elle planifiait les dîners. Elle décidait quelles fêtes nous célébrerions et comment. Elle gérait le calendrier social, le budget du ménage et chaque détail de leur routine quotidienne. Et papa la laissait faire. Peut-être qu'il était fatigué de prendre des décisions après toutes ces années seul. Peut-être qu'il aimait avoir quelqu'un qui prenait les choses en main. Peut-être qu'il ne remarquait tout simplement pas la façon dont elle réorganisait lentement tout pour se mettre, elle et Lucas, au centre. J'ai commencé à le voir lors des dîners de famille. Avant, nous nous asseyions face à la table de la cuisine et parlions du travail, de l'actualité ou de rien en particulier. Simple, facile. Maintenant, les dîners étaient des productions. Marianne planifiait des repas élaborés et assignait des tâches à tout le monde, et elle orchestrait la conversation comme un metteur en scène. Lucas, raconte à tout le monde ton nouveau travail, disait-elle. Et Lucas parlait de son poste de vente dans une start-up technologique, et Marianne rayonnait vers lui comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Papa hochait la tête et disait des choses comme « C'est super, fils. Tu fais vraiment quelque chose de ta vie. Fils. » Il appelait Lucas fils. Quand la conversation se tournait vers moi, c'était différent. Marianne posait des questions polies sur mon travail de logistique, mais ses yeux passaient déjà au-delà de moi vers le sujet suivant. Papa demandait si je faisais toujours ça, et je disais oui, et il hochait la tête, et c'était la fin. Personne ne demandait si j'étais heureuse. Personne ne demandait vers quoi je travaillais. Personne ne semblait particulièrement intéressé par ma vie au-delà des faits de base. Mais Lucas, tout ce que Lucas faisait était digne de célébration, de discussion et d'une attention soignée. Il a eu une nouvelle voiture, et ils lui ont organisé une petite fête. Il a eu une promotion au poste d'associé principal aux ventes, et Marianne a posté à ce sujet sur Facebook avec 3 paragraphes sur à quel point elle était fière. Il a commencé à sortir sérieusement avec sa petite amie, et ils étaient invités à chaque événement familial comme s'ils étaient déjà mariés. Pendant ce temps, j'ai reçu une distinction au travail pour avoir rationalisé notre processus de chaîne d'approvisionnement et fait économiser plus de $100 000 à l'entreprise. Je l'ai mentionné une fois au dîner. Papa a dit, c'est bien. Et puis Marianne a demandé à Lucas de passer les pommes de terre. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais 32 ans et j'avais survécu à des zones de guerre. Je n'avais pas besoin que mon père me dise que je faisais du bon travail. Mais ça faisait quand même mal. La première fois que j'ai réalisé que j'étais délibérément exclu, c'était pour Thanksgiving 2023. Marianne a envoyé un texte de groupe début novembre demandant à tout le monde de réserver la date. Grand dîner de famille chez eux. Tout le monde est bienvenu. J'ai répondu tout de suite en disant que je serais là et en demandant ce que je pouvais apporter. Elle n'a jamais répondu à mon SMS. 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai envoyé un nouveau SMS. Et, juste pour confirmer pour le 23. Veux-tu toujours que j'apporte un dessert? Oh, chérie, a répondu Marianne. Nous avons décidé de garder ça petit cette année. Juste la famille immédiate. Peut-être la prochaine fois. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Famille immédiate. J'avais co-signé leur hypothèque. J'avais rendu leur maison possible. Mais je n'étais pas de la famille immédiate. J'ai passé Thanksgiving seul dans mon appartement à manger de la nourriture chinoise à emporter et à regarder le football. Papa n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, n'a pas reconnu que je n'étais pas là. Le lendemain, j'ai vu les photos sur Facebook. Toute la famille rassemblée autour de cette belle table à manger dans la maison que je les avais aidés à acheter. Lucas et sa petite amie, tante Evelyne, même certains parents de Marianne que je n'avais jamais rencontrés. La légende disait, reconnaissant pour la famille. Je n'étais sur aucune photo. Quand j'ai appelé papa quelques jours plus tard pour lui en parler, il a semblé confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Marianne a dit qu'elle t'avait envoyé un SMS. Elle a dit que c'était juste pour la famille immédiate, lui ai-je dit. Il est resté silencieux un moment. Eh bien, tu sais comment elle est. Elle aime garder les choses simples parfois. Ne le prends pas personnellement.
Mais comment étais-je censé le prendre autrement? Noël de cette année-là, 2023, a été un peu mieux. Ils m'ont invité à la maison le soir de Noël pour une réunion décontractée. Rien de sophistiqué, a dit Marianne. Juste des pizzas et des cookies et l'ouverture de quelques cadeaux. Quand je suis arrivé avec des cadeaux pour tout le monde, j'ai réalisé que décontracté signifiait décontracté pour moi. Tous les autres étaient bien habillés. Il y avait de la nourriture traiteur d'un endroit italien coûteux. Les cadeaux sous leur arbre étaient emballés dans du papier de créateur. Mes cadeaux, emballés dans du papier de pharmacie avec des nœuds autocollants, avaient l'air tristes à côté des leurs. Lucas a eu un nouvel ordinateur portable de papa et Marianne. Sa petite amie a eu des bijoux coûteux. Tante Evelyne a eu un forfait spa. J'ai eu une bougie. Une bougie de chez Target qui avait encore l'étiquette de solde en dessous. J'ai souri et dit merci et leur ai dit que je l'aimais, parce que qu'étais-je censé faire d'autre? Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mon visage pendant que j'étais arrêté au feu rouge et faisais semblant que tout allait bien. Au printemps 2024, le schéma était clair. J'étais invité à des choses occasionnellement, mais toujours après coup, toujours avec le sentiment que j'étais une obligation plutôt que quelqu'un qu'ils voulaient réellement avoir autour d'eux. Lucas, quant à lui, était devenu l'enfant doré. Tout ce qu'il faisait était célébré. Chaque étape était marquée. Il était l'avenir de la famille, l'histoire à succès, celui qui comptait. J'ai entendu par tante Evelyne que Marianne avait parlé de mettre à jour leur testament s'assurant que Lucas serait pris en charge, mettant en place des fiducies et des plans d'héritage. Je n'étais pas mentionné. La maison que j'avais rendue possible, la maison à laquelle mon nom était légalement lié, allait revenir à Lucas un jour. Et personne ne trouvait ça étrange. Quand le 61e anniversaire de papa est arrivé début décembre, Marianne a commencé à planifier immédiatement. Elle voulait quelque chose de spécial, quelque chose de mémorable, une célébration qui le reflétait qui ils étaient en tant que famille. Elle a envoyé un texte de groupe avec les détails, dîner de réveillon de Noël dans une salle à manger privée à Sonoma. Code vestimentaire semi-formel. Elle avait fait des réservations à ce bel endroit surplombant les vignobles. Que tout le monde réponde et confirme, a-t-elle écrit. J'ai besoin d'un décompte final pour le restaurant. J'ai répondu dans l'heure. Je serai là. J'ai hâte de célébrer papa. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai regardé le chat de groupe se remplir de messages. Lucas a confirmé. Sa petite amie a confirmé. Tante Evelyne demandant la sélection de vin. Marianne postant des photos des options de menu. Personne n'a reconnu ma confirmation. 3 jours avant Noël, j'ai envoyé un SMS à Marianne en privé. Et, je voulais juste vérifier pour le dîner. As-tu besoin que j'apporte quelque chose? Elle a répondu 6 heures plus tard. Non, tout est prêt. On se voit là-bas. Quelque chose semblait clocher. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus exactement. Juste un sentiment dans mes tripes que quelque chose n'allait pas. J'ai appelé papa ce soir-là. Il semblait distrait quand il a répondu. Et, je voulais juste m'assurer que tout était bon pour le réveillon de Noël, ai-je dit. Ouais, tout est prêt. Marianne gère. J'ai hésité. Papa, est-ce que tout va bien entre nous? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi parles-tu? Je ne sais pas. J'ai juste l'impression d'avoir été un peu mise à l'écart ces derniers temps. Il a soupiré. Tu vas bien, Brooke. Tu interprètes toujours trop les choses. Marianne a été occupée à planifier ce dîner, et tu sais comment elle devient quand elle est stressée. Présente-toi juste et tout ira bien. D'accord, ai-je dit doucement. Je dois y aller, gamine. Je me lève tôt demain. Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté là, tenant mon téléphone, et je l'ai senti à nouveau. Cette torsion dans mon estomac. Cette voix disant que quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai repoussé. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit que papa ne me ferait jamais de mal délibérément. Que peu importe ce qui se passait, il devait y avoir une explication. C'est mon père, ai-je chuchoté à l'appartement vide. Il ne ferait pas ça. Le réveillon de Noël est arrivé froid et clair. J'ai passé l'après-midi à me préparer. J'ai choisi ma robe noire avec soin. Je me suis maquillé. J'ai emballé le cadeau de papa avec un soin particulier.
Je me suis dit que tout irait bien. C'était une fête de famille, une chance de se réunir, une chance de sentir à nouveau que j'avais ma place. J'ai conduit jusqu'à Sonoma, regardant le coucher du soleil et pensant à quel point tout avait l'air beau, à quel point la soirée allait être parfaite. Je n'avais aucune idée que je conduisais vers le pire moment de ma vie. Je n'avais aucune idée que dans quelques heures, je serais debout dans cette salle à manger privée en train de compter les chaises et de réaliser qu'il n'y avait pas de place pour moi. Je n'avais aucune idée que papa avait déjà décidé que je n'étais plus de la famille. Mais quelque part au fond, sous tout mon espoir et mon déni, je pense qu'une partie de moi le savait. C'est pour ça que mes mains tremblaient quand je me suis garé sur le parking. C'est pour ça que j'ai vérifié mon reflet 3 fois avant d'entrer. C'est pour ça que j'avais emballé ce cadeau si soigneusement et choisi mes mots si précisément et essayé si fort d'être parfaite. Parce que j'essayais encore de gagner une place à une table dont j'avais déjà été retiré. Je ne le savais juste pas encore. J'étais donc là, assise dans ma voiture sur ce parking avec le moteur tournant, mes mains tremblantes et quelque chose de froid et clair s'installant dans ma poitrine. J'ai été formé pour les situations de crise. C'est ce que fait le sauvetage parachutiste. Ils vous apprennent à passer outre vos émotions et à penser tactiquement. Évaluez la situation, identifiez vos ressources, exécutez votre plan. Et assise là dans le noir avec le restaurant brillant derrière moi et la musique de Noël jouant faiblement quelque part à proximité, ma formation s'est enclenchée. Je n'étais pas en colère, pas de cette façon chaude et désordonnée qui vous fait faire des choses stupides. J'étais calme, concentré, lucide d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. Papa avait fait son choix. Il s'était levé devant toute la famille et m'avait dit que je n'étais pas l'une d'entre eux. Il avait utilisé mes avantages pour acheter une maison et avait ensuite littéralement retiré mon siège de la table. Bien. Si je n'étais pas de la famille, alors je ne leur devais plus aucune loyauté familiale. J'ai sorti mon téléphone. Il était 19h23 le soir du réveillon de Noël. La plupart des entreprises étaient fermées. La plupart des gens étaient chez eux avec leur famille. Mais je savais exactement qui répondrait. J'ai fait défiler mes contacts et trouvé Naomi Pierce. C'était la spécialiste des prêts VA chez USAA qui avait géré la paperasse quand j'avais co-signé pour la maison de papa. Nous étions restés en contact au fil des années, elle m'avait aidé avec mes propres services bancaires et d'assurance, et je savais d'après nos conversations qu'elle travaillait à des heures étranges et qu'elle comprenait les militaires. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Brooke? Est-ce que tout va bien? Sa voix était professionnelle mais inquiète. C'était le réveillon de Noël et j'appelais sur son portable personnel. Salut, Naomi. Je suis désolé de te déranger un jour férié, mais j'ai besoin de te parler du prêt VA que j'ai co-signé en 2018. Il y a eu une pause. La propriété Holston. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une respiration. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options pour me retirer du prêt ou ajuster l'autorisation. Une autre pause. Plus longue cette fois. Es-tu quelque part en sécurité? As-tu besoin d'une assistance immédiate? Je vais bien, ai-je dit. Je suis juste assise dans ma voiture. Mais quelque chose est arrivé ce soir et j'ai besoin de comprendre ma position légale. D'accord. Elle est passée en mode professionnel. Explique-moi ce que tu envisages. Le prêt est à mon nom en tant que garant utilisant mes avantages VA, ai-je dit. Cela signifie que j'ai certains droits concernant le compte. Correct. Tu es listé comme co-emprunteur avec un accès complet au compte de prêt. Tu peux voir les relevés, tu peux effectuer des paiements, et tu peux demander des changements aux utilisateurs autorisés ou aux méthodes de paiement. Et pour les cartes de crédit? Si je suis un utilisateur autorisé sur leur compte, puis-je me retirer? Absolument. Si tu es listé comme utilisateur autorisé, tu peux contacter la société de carte de crédit et te faire retirer à tout moment. Pas besoin de permission du titulaire principal de la carte. Et si c'est moi qui ai autorisé certains frais, puis-je révoquer cette autorisation? Naomi est restée silencieuse un moment. Brooke, de quoi parlons-nous exactement ici? J'ai fixé le restaurant dans mon rétroviseur. Je pouvais voir la lueur chaude de la salle à manger privée au 2e étage. Je pouvais les imaginer tous assis autour de cette table, riant, buvant du vin, célébrant sans moi. Je parle de me protéger, ai-je dit doucement. Je parle d'arrêter de protéger des gens qui viennent de faire comprendre très clairement qu'ils ne me considèrent pas comme de la famille. Je l'ai entendu expirer.
Si tu es listé comme payeur autorisé ou si tu as garanti certains services, oui, tu peux révoquer cette autorisation. C'est ton droit légal. Mais Brooke, quoi que tu prévois, assure-toi que c'est ce que tu veux vraiment. Ce genre d'action a des conséquences. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je t'appelle d'abord. Pour m'assurer que je fais ça bien. Faire quoi bien? Retirer mon soutien financier à des gens qui viennent de me retirer de leur famille. Naomi est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, d'accord, parlons de tes options. Nous avons passé les 8 minutes suivantes à tout passer en revue. Elle m'a expliqué qu'en tant que co-emprunteur, je ne pouvais pas simplement me retirer de l'hypothèque sans refinancement, mais je pouvais demander des audits. Je pouvais signaler des préoccupations concernant la capacité de paiement. Je pouvais rendre beaucoup plus difficile pour eux de refinancer sans ma coopération. Plus important encore, elle m'a expliqué ce que je pouvais faire immédiatement. Tous les comptes où j'étais listé comme utilisateur autorisé ou garant, je pouvais me retirer. Tous les services que j'avais mis en place sur mes cartes de crédit pour leurs bénéfices, je pouvais les annuler. Cela n'endommagera pas ton crédit, a-t-elle dit. Tu protèges simplement tes propres intérêts financiers. Mais cela impactera leur accès immédiat à certains fonds et services. C'est ce que je veux, ai-je dit. Elle a soupiré. Joyeux Noël, Brooke. J'espère que quoi qu'il soit arrivé ce soir, tu trouveras un peu de paix. Merci, Naomi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement sorti mes comptes de carte de crédit sur mon téléphone. J'avais 2 cartes via USA, une personnelle, une pour les urgences. Quelques mois après que papa et Marianne aient acheté la maison, elle avait demandé si elle pouvait être ajoutée comme utilisateur autorisé sur ma carte d'urgence, juste au cas où quelque chose arriverait avec la maison et que nous aurions besoin d'un accès immédiat à des fonds. J'avais dit oui parce que c'est ce que vous faites pour votre famille. Je me suis connecté au compte. Je suis allé dans Gérer l'utilisateur autorisé. J'ai trouvé le nom de Marianne et je l'ai retiré en 3 clics. Autorisation révoquée. Effectif immédiatement. Ensuite, j'ai vérifié mes transactions récentes. Il était là, un débit d'il y a 2 jours. Le restaurant. Papa avait fait la réservation sur ma carte parce que Marianne avait dit que leur carte était au plafond à cause des achats de Noël et qu'il me rembourserait. Ils avaient facturé la totalité de la compte pour le dîner de ce soir sur mon compte. 750 $. J'ai appelé la ligne de fraude de carte de crédit. Ça a sonné 2 fois avant qu'un représentant ne réponde. Prévention des fraudes USA. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai besoin de signaler un débit non autorisé et de changer le mode de paiement principal sur une réservation. Je peux vous aider avec ça. Puis-je avoir votre numéro de compte? Je lui ai donné les informations. Elle a sorti mon compte et je l'ai entendu taper. Je vois un débit ici d'il y a 2 jours de 750 $ pour un restaurant dans le comté de Sonoma. Est-ce le débit en question? Oui. Ce débit a été effectué par un utilisateur autorisé que je viens de retirer de mon compte. J'ai besoin de le contester, et j'ai besoin de contacter le restaurant pour leur faire savoir que le mode de paiement enregistré n'est plus valide. Je peux traiter le litige, a dit la représentante, mais vous devrez contacter le restaurant directement pour changer les informations de paiement. Pouvez-vous me donner le numéro de contact? Elle l'a lu et je l'ai noté sur un reçu que j'ai trouvé dans mon porte-gobelet. Merci, ai-je dit. S'il vous plaît, traitez ce litige immédiatement. C'est fait. Y a-t-il autre chose avec quoi je peux vous aider ce soir? Non, c'est tout. J'ai raccroché et j'ai fixé le numéro que j'avais noté. C'était la ligne principale du restaurant, mais je n'avais pas besoin de la ligne principale. J'avais besoin du directeur. J'avais remarqué son nom quand je suis entré plus tôt. Il y avait eu une petite plaque près du stand d'accueil, Grant Wilder, directeur général. Et sous son nom en lettres plus petites, vétéran USMC. J'ai sorti le site web du restaurant sur mon téléphone et trouvé l'annuaire du personnel. Il y avait son email et une ligne directe de bureau. J'ai appelé la ligne de bureau. Ça a sonné 4 fois. Puis la voix d'un homme a répondu. C'est Grant. Bonjour, Grant. Je m'appelle Brooke Holston. Je suis une cliente de votre restaurant ce soir. Eh bien, j'étais une cliente. Et j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. D'accord. Il semblait prudent mais professionnel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que vous êtes un ancien marine.
Je suis une ancienne parasauveteur de l'armée de l'air. Et j'appelle parce qu'il y a une situation en cours dans votre salle à manger privée en ce moment qui implique ma famille et une autorisation de carte de crédit qui vient d'être révoquée. Je l'ai entendu déplacer le téléphone. Attendez. Laissez-moi sortir les réservations. Il y avait des bruits de frappe en arrière-plan. Groupe Holston, a-t-il dit. 6 invités dans la salle vignoble. C'est eux. L'acompte de réservation a été débité sur ma carte de crédit il y a 2 jours. Je viens de révoquer ce débit et de retirer l'autorisation du titulaire de la carte. Ce qui signifie que lorsqu'ils essaieront de régler la note ce soir, la carte enregistrée ne fonctionnera pas. Il est resté silencieux un moment. Et vous me dites ça pourquoi? Parce que je veux m'assurer que votre personnel comprenne. Ce n'est pas une erreur système. C'est intentionnel. Je ne fais plus partie de ce groupe. Ils l'ont rendu très clair. Donc, ils vont devoir trouver un autre moyen de payer. Madame, avec tout le respect que je vous dois, cela ressemble à un problème familial. C'en est un, ai-je dit. Et normalement je gérerais ça en privé. Mais ils sont dans votre restaurant en ce moment en train de célébrer le réveillon de Noël sur mon crédit sans ma permission. Donc, je vous donne un avertissement de courtoisie professionnelle que le mode de paiement enregistré n'est plus valide. Grant a soupiré. Comment voulez-vous que je gère ça? Comme vous le gérez normalement quand une carte est refusée. Je ne vous demande pas de les embarrasser ou de faire une scène. Suivez juste vos procédures standards. Quand l'addition arrive et que la carte ne fonctionne pas, ils devront fournir un autre moyen de paiement. Compris. Il a fait une pause. Je peux demander ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que les sièges à la table étaient réservés à la famille, ai-je dit doucement. Puis ils m'ont fait rester debout là sans endroit pour m'asseoir pendant que tout le monde riait. Jésus, a-t-il murmuré. D'accord. Ouais. Je vais gérer ça de manière appropriée. Merci. Et, a-t-il dit avant que je puisse raccrocher. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Personne ne mérite ça, surtout pas à Noël. J'apprécie. J'ai mis fin à l'appel et me suis rassise dans mon siège. 2 appels téléphoniques, peut-être 10 minutes au total, et je venais de retirer le filet de sécurité que je fournissais depuis des années. Mes mains avaient cessé de trembler. Ma respiration était régulière. Je me sentais calme d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les gens pensent que la vengeance est une question de colère, de s'en prendre aux autres, de blesser les gens parce qu'ils vous ont blessé. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas de la vengeance. C'était moi comprenant enfin quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a des années, vous ne pouvez pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Et vous ne pouvez pas protéger des gens qui ont déjà décidé que vous ne valiez pas la peine d'être protégés. Pendant 8 ans, j'ai sauté d'hélicoptère pour sauver des étrangers. J'ai mis ma vie en jeu pour des gens que je ne connaissais pas. J'avais gagné le droit d'utiliser mes avantages pour construire une vie pour moi-même. Au lieu de cela, j'avais donné ces avantages à des gens qui les ont utilisés et m'ont ensuite jetés. Plus maintenant. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 19h41, j'étais sur le parking depuis 18 minutes. À l'intérieur de ce restaurant, ils commandaient probablement leurs entrées maintenant, portant un toast à l'anniversaire de papa, riant à n'importe quelle histoire que tante Evelyne racontait, ne remarquant pas que j'étais parti. Ne s'en souciant pas. Dans 1 heure environ, peut-être moins, ils demanderaient l'addition. Et c'est là que tout changerait. J'ai démarré ma voiture et suis sorti du parking. Je n'ai pas regardé le restaurant en arrière. Je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas remise en question. J'ai reconduit vers Sacramento avec les fenêtres entr'ouvertes et l'air froid de décembre s'engouffrant, et de la musique de Noël à la radio, et je me suis senti libre. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais j'en ai entendu parler. Oh, j'ai entendu chaque détail. Grant m'a appelé en premier. Il était 21h18 et j'étais à mi-chemin de chez moi, conduisant toujours sur l'autoroute 121 avec les fenêtres entr'ouvertes et mon esprit calme pour la première fois depuis des mois. Mon téléphone a sonné via les haut-parleurs de la voiture et son nom s'est affiché sur l'écran. Je me suis garé sur le parking d'une station-service et j'ai répondu. Grant? Ouais. Il avait l'air fatigué. Je voulais te faire savoir que c'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a expiré. Ils ont fini de dîner vers 20h45. Dessert, café, la totale. Ton père tenait sa cour, racontant des histoires.
Tout le monde riait. Truc de célébration normale. J'ai attendu. Le serveur a apporté l'addition à 21h. Ton père a remis une carte de crédit sans même regarder le total. Le serveur l'a passé et est revenu environ 2 minutes plus tard. J'ai regardé toute la scène depuis le bar. La carte a été refusée. Le serveur a été professionnel à ce sujet, a juste dit qu'il semblait y avoir un problème avec le paiement et a demandé s'il avait une autre carte à essayer. Grant a fait une pause, et je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Le rush du dîner se calmait. Ton père a ri de ça. A dit que ça devait être une erreur, probablement un blocage de sécurité à cause des vacances. Il a sorti une autre carte. Celle-là a été refusée aussi. Combien de cartes a-t-il essayé? 4. Et c'est là que ça a cessé d'être drôle. Je me suis assise là sur le parking de la station-service avec le moteur au ralenti et j'ai essayé d'imaginer le visage de papa quand la première carte n'a pas fonctionné. Puis la deuxième, puis la troisième. La famille a commencé à devenir mal à l'aise, a continué Grant. La belle-mère. Elle essayait de sourire, mais je pouvais la voir pâlir. Elle continuait de chuchoter à ton père. Les autres personnes à la table ont commencé à vérifier leur téléphone et à ne pas croiser les regards. Qu'a fait papa? Il a demandé à me parler. Alors, je suis allé là-bas et je me suis présenté. Il essayait d'être calme, mais je pouvais dire qu'il était secoué. Il a dit qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas avec notre lecteur de cartes, que son crédit était excellent, et que tous ses comptes étaient en règle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que notre système fonctionnait bien et que nous avions passé les cartes plusieurs fois. J'ai dit que parfois les banques signalent les gros achats pendant les vacances comme fraude potentielle et j'ai suggéré qu'il appelle sa société de cartes de crédit pour autoriser les frais. Grant a fait une pause. Il n'a pas aimé ça. Il a eu ce regard. Tu sais ce regard que les gars ont quand ils ont l'habitude d'être aux commandes et que soudainement ils ne le sont plus? Ouais, ai-je dit doucement. Je connais ce regard. Alors, il s'est éloigné de la table pour passer quelques appels. A laissé tous les autres assis là. La belle-mère a essayé de faire la conversation, mais personne ne répondait vraiment. C'est devenu gênant rapidement. J'ai appuyé mon front contre le volant. Combien de temps ça a duré? Environ 20 minutes au total. Il est revenu de ses appels téléphoniques avec l'air encore plus mal. Apparemment, les sociétés de cartes de crédit ont confirmé que les cartes étaient refusées en raison de fonds insuffisants ou de problèmes d'autorisation. Il a essayé d'argumenter avec eux, mais il n'y avait rien qu'il pouvait faire le soir de Noël. Oh mon Dieu! Ouais. Alors ensuite il a demandé si on prenait les chèques. J'ai dit oui, mais qu'on aurait besoin de voir une pièce d'identité et de vérifier les fonds. Il a fait un chèque. Nous l'avons passé dans notre système de vérification. Laisse-moi deviner. Fonds insuffisants. À ce moment-là, madame, je ne vais pas mentir, votre père a un peu perdu les pédales. Pas en criant, mais ce truc froid et en colère. Il a demandé à parler au propriétaire. J'ai expliqué que le propriétaire n'était pas disponible le soir de Noël. Il a menacé de laisser une mauvaise critique. Je suis resté professionnel. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La belle-mère a commencé à fouiller dans son sac à main. A trouvé une carte qu'on n'avait pas encore essayée. On l'a passée. Celle-là est passée pour environ la moitié de l'addition. Encore court de 2 cents ou environ. Finalement, la dame plus âgée a sorti sa carte et a couvert le reste. Mais à ce moment-là, tout le monde à cette table savait que quelque chose n'allait vraiment pas, la voix de Grant s'est adoucie. Toute la salle à manger le savait. Les gens regardaient, chuchotaient. Ton père transpirait. La belle-mère était au bord des larmes. Le fil avait l'air de vouloir disparaître. Ce n'était pas une belle scène. Merci de m'avoir appelé, ai-je dit. Ouais. Il a hésité. Écoute, je ne connais pas toute l'histoire, et ce ne sont pas mes affaires, mais j'ai vu beaucoup de drames familiaux dans ce boulot, et quoi qu'il t'ait fait. J'espère que ça a aidé. Ça a aidé, ai-je dit. Plus que tu ne le crois. Après avoir raccroché, je suis resté assise là un long moment. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû me sentir mal d'avoir gâché la célébration d'anniversaire de papa, de l'avoir embarrassé devant la famille. Mais ce n'était pas le cas. Tout ce que je ressentais était de la fatigue et du soulagement,
et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Les SMS ont commencé à arriver vers 21h30. Le premier était de Marianne. Brooke, nous devons parler. Appelle-moi immédiatement. Je l'ai supprimé sans répondre. 5 minutes plus tard, un autre. C'est sérieux. Les cartes de ton père ne fonctionnent pas et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous avons besoin que tu expliques ce que tu as fait. J'ai fixé celui-là un moment. Nous avons besoin que tu expliques. Pas nous sommes inquiets pour toi. Pas est-ce que tu vas bien. Juste des accusations et des exigences. J'ai supprimé celui-là aussi. Puis Lucas a envoyé un SMS, mec, c'est quoi ce bordel? Tu as vraiment merdé ce soir. Papa est furax. J'ai failli rire. Mec. Il ne m'avait jamais appelé comme ça avant. Ne m'envoyait jamais de SMS du tout à moins que Marianne ne l'oblige. Maintenant soudainement j'étais un mec et il était en colère au nom de papa. Supprimé. Tante Evelyne était la suivante. J'ai toujours su que tu étais égoïste, mais là tu touches le fond. Ton père t'a tout donné, et c'est comme ça que tu le rembourses. Tu devrais avoir honte. Celui-là a piqué un peu. Pas parce qu'elle avait raison, mais parce que j'ai réalisé qu'elle le croyait réellement. Elle pensait réellement que papa m'avait tout donné. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais abandonné pour lui. Supprimé. Les appels ont commencé après ça. Marianne d'abord. J'ai laissé aller sur messagerie. Elle a laissé un message de 2 minutes que je pouvais entendre être enregistré dans la voiture. Sa voix était aiguë et stressée, et je pouvais entendre papa en arrière-plan dire quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Brooke. Je ne sais pas ce que tu penses accomplir, mais tu as humilié ton père le jour de son anniversaire devant toute sa famille. Ces cartes de crédit ne fonctionnent pas. La banque dit quelque chose à propos de changement d'autorisation et tu es la seule à avoir accès à ces comptes. Tu dois réparer ça tout de suite. Rappelle-moi immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Papa a appelé 3 fois de suite. J'ai regardé son nom clignoter sur mon écran et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de peur, pas de besoin désespéré de répondre et de réparer les choses et de rendre tout correct. Juste rien. Au 3e appel, il a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre la colère en dessous. Brooke, je ne sais pas ce que tu as fait ce soir, mais tu dois l'annuler. J'ai les sociétés de cartes de crédit qui me disent que les utilisateurs autorisés ont été retirés et que les méthodes de paiement ont été changées. C'est toi. Tu es la seule qui aurait pu faire ça. Je ne sais pas pourquoi tu as quitté le dîner tôt. Et franchement, je m'en fiche. Mais tu ne vas pas me saboter parce que tes sentiments sont blessés. Rappelle-moi et répare ça ce soir. J'ai sauvegardé ce message vocal. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je voulais une preuve. Peut-être parce qu'un jour j'aurais besoin de me souvenir exactement de comment il sonnait quand son contrôle a glissé, et qu'il a réalisé que je n'allais plus le sauver. À 22h, mon téléphone avait 17 appels manqués et 23 SMS. Je l'ai éteint. Je me suis arrêté à un drive et j'ai pris un burger et des frites, me suis assise sur le parking, et ai mangé lentement pendant que la musique de Noël jouait à travers les haut-parleurs extérieurs du restaurant. La nourriture était médiocre, et le parking était presque vide. Et c'était l'un des repas les plus paisibles que j'ai eus depuis des années. Quand je suis rentré à mon appartement à Sacramento, il était presque 23h. J'ai rallumé mon téléphone juste assez longtemps pour vérifier s'il y avait des urgences, de vrais problèmes, quelque chose qui comptait réellement. Il n'y en avait pas. Juste plus de SMS exigeants que je rappelle. Plus de messages vocaux avec divers degrés de colère et de culpabilisation. Plus de tentatives pour me faire sentir responsable des conséquences de mes propres limites. J'ai pris une douche, mis des vêtements confortables, fait une tasse de thé, et me suis assise sur mon canapé dans le noir avec juste les lumières du sapin de Noël que j'avais mis dans le coin. Mon téléphone a vibré une fois de plus. J'ai failli ne pas regarder, mais je l'ai fait. C'était de papa, envoyé à 23h42. Je sais que tu reçois ces messages. Je sais que tu nous ignores. Très bien. Mais tu dois comprendre quelque chose. Ce que tu as fait ce soir a des conséquences. De vraies conséquences. Nous parlerons de ça après Noël, mais crois-moi, cette conversation aura lieu. Tu ne peux pas juste t'en aller comme ça. Je l'ai lu 2 fois et puis j'ai réalisé quelque chose.
Il ne comprenait toujours pas. Même après tout, même après s'être tenu là et m'avoir dit que je n'étais pas de la famille, même après que je me sois retiré du soutien financier que je fournissais depuis des années, il pensait toujours qu'il avait du pouvoir sur moi. Il pensait toujours que je lui devais quelque chose. Il pensait toujours que je reviendrais. J'ai tapé une réponse. Restez simple. La conversation a déjà eu lieu. Tu as rendu très clair ce soir que je ne suis pas de la famille. Alors, j'ai arrêté d'agir comme si je l'étais. C'est tout. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question. 3 points sont apparus immédiatement. Il écrivait. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Finalement, un message est arrivé. Tu surréagis. C'était une blague. Il n'y avait pas assez de place à la table, donc Marianne a dû faire des ajustements. Ne sois pas si sensible. Une blague. 2 ans à être poussé de côté. 2 Thanksgiving seuls. Un Noël passé à déballer une bougie soldée pendant que Lucas recevait un ordinateur portable. Être écarté des décisions familiales et traité comme une obligation. Et au moment où ça comptait, au moment où j'ai été littéralement laissé sans siège, c'était une blague. J'ai commencé à taper une longue réponse. Tout ce que j'avais voulu dire depuis des années. Comment je m'étais senti, ce que j'avais sacrifié, pourquoi ça faisait mal. Puis j'ai tout effacé. Parce qu'il ne méritait pas mon explication. Il ne méritait pas ma douleur étalée proprement pour qu'il la rejette ou la minimise ou la retourne contre moi. Au lieu de cela, j'ai écrit une phrase. Je ne ris pas, j'ai éteint mon téléphone complètement après ça. Je l'ai branché à l'autre bout de la pièce pour ne pas être tenté de le vérifier. Et je suis resté assise là dans le noir avec mon thé et mes lumières de sapin de Noël et le silence qui ressemblait à la liberté. Quelque part à Sonoma, papa essayait probablement toujours de comprendre ce qui avait mal tourné. Essayait toujours de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait déjà glissé entre les doigts. Croyant toujours que finalement je m'excuserais et réparerais tout et redeviendrais la fille forte, fiable, pratique qui ne demandait rien et lui donnait tout. Mais ça n'allait pas arriver. Parce que pour la première fois de toute ma vie, j'avais fait quelque chose qu'il ne pouvait pas rejeter ou ignorer ou expliquer. Je l'avais laissé faire face aux conséquences de ses propres choix, et j'étais parti. J'ai découvert plus tard ce qui s'était passé après qu'ils aient quitté le restaurant. Tante Evelyne me l'a raconté, en fait, des mois après quand elle a finalement appelé pour s'excuser. Elle l'a décrit en détail, presque comme si elle avait besoin que je sache, comme si elle avait besoin de confesser. Ils avaient prévu qu'un service de voiture vienne les chercher à 21h30. Une berline de luxe que Marianne avait réservée des semaines à l'avance. Une partie de tout le plan de réveillon de Noël parfait. Mais au moment où ils ont réglé l'addition, rassemblé leurs manteaux et sont sortis dans l'air froid de décembre, il était plus de 22h, et la voiture était partie. Papa a appelé le service, a eu un enregistrement disant que leur bureau était fermé pour les vacances. Il a essayé le numéro de portable du chauffeur que Marianne avait sauvegardé directement sur messagerie. Il s'avère que j'avais annulé ça aussi. J'avais oublié que je l'avais même mis en place. Marianne m'avait demandé 6 mois plus tôt si elle pouvait réserver des services via mon compte membre premium de conciergerie parce que ça donnait de meilleurs tarifs. J'avais dit oui, parce que c'est ce que je faisais toujours. Je les avais appelés depuis le parking et avais retiré l'autorisation pendant que papa lisait encore le menu. Alors ils se tenaient là, 6 personnes en tenue semi-formelle devant un restaurant dans le comté de Sonoma le soir de Noël sans moyen de rentrer. Tante Evelyne a dit que Marianne a commencé à pleurer. Pas de gros sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage pendant qu'elle faisait défiler son téléphone pour essayer de trouver un Uber ou un Lyft. Mais c'était le réveillon de Noël dans la région viticole. Chaque chauffeur était réservé ou hors service, ou facturait des tarifs majorés qui faisaient serrer la mâchoire de papa. Lucas a proposé d'appeler un taxi normal. Papa lui a aboyé dessus que les taxis n'attendent pas simplement dans Sonoma le soir de Noël. Ils sont restés là pendant presque 20 minutes à se disputer sur quoi faire. Finalement, tante Evelyne a dit qu'elle les conduirait. Sa voiture était garée 2 rues plus loin à son hôtel, mais c'était une berline compacte et ils étaient 6, plus la petite amie de Lucas. Ils ont dû faire 2 voyages. Papa et Marianne sont partis en premier parce que papa refusait d'attendre. Tante Evelyne a dit que le trajet jusqu'à leur maison était silencieux à l'exception des reniflements de Marianne et de papa fixant par la fenêtre avec la mâchoire si serrée qu'elle pouvait voir les muscles sauter. Quand ils sont arrivés à la maison, celle que je les avais aidés à acheter, papa est sorti sans dire merci.
Marianne a chuchoté quelque chose d'excuse et s'est précipitée après lui. Tante Evelyne est retournée chercher Lucas et sa petite amie et les bouteilles de vin restantes qu'ils avaient achetées comme cadeau. Ce voyage était gênant aussi. Lucas continuait d'envoyer des SMS sur son téléphone, et sa petite amie continuait de demander si tout allait bien, et tante Evelyne voulait juste rentrer chez elle à son hôtel et faire semblant que toute la nuit n'avait pas eu lieu. Elle m'a dit tout ça des mois plus tard avec de la honte dans la voix. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je ne savais pas ce qu'il t'avait fait. Je pensais juste que tu étais parti tôt parce que tu ne te sentais pas bien. Pendant qu'il faisait ses trajets inconfortables dans le noir, j'étais assise dans un dîner ouvert 24h24 près de l'autoroute 80 à Sacramento. Je m'y suis arrêté sur une impulsion vers minuit. Pas parce que j'avais faim, juste parce que je ne voulais pas encore rentrer chez moi. Je ne voulais pas être seul dans mon appartement avec mes pensées et mon téléphone éteint et le poids de ce que j'avais fait. Le dîner était presque vide. Quelques camionneurs au comptoir, une serveuse à l'air fatigué remplissant du café, de la musique de Noël jouant doucement à travers de vieux haut-parleurs. Je me suis glissé dans une banquette près de la fenêtre et ai commandé un café décaféiné et une part de tarte dont je n'avais pas vraiment envie. La serveuse l'a apporté avec un sourire compatissant. Au travail le soir de Noël ? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait et m'a laissé seul. Je suis resté assise là avec mon café et ma tarte. Et j'ai regardé le parking par la fenêtre. Des voitures allant et venant. Des gens s'arrêtant pour de l'essence ou des toilettes ou de la nourriture de fin de soirée en route vers quelque part ailleurs. Des gens normaux faisant des choses normales. Et j'ai réalisé que je me sentais calme. Vraiment calme. Le genre de calme que j'avais l'habitude de ressentir après une mission quand tout s'était passé selon le plan et que tout le monde était rentré sain et sauf. Je ne célébrais pas. Je ne jubilais pas. Je n'imaginais pas le visage de papa quand les cartes ont été refusées, ou Marianne pleurant dans la voiture, ou quoi que ce soit de tout ça. J'étais juste assise dans un dîner mangeant une tarte médiocre et me sentant. Ok. Mon téléphone était toujours éteint dans mon sac. Je savais que quand je le rallumerais, il y aurait plus de messages, plus de colère, plus d'exigence que je m'explique et répare ce que j'avais cassé et m'excuse d'avoir des limites. Mais c'était un problème pour demain. Ce soir, j'étais juste une femme assise seule dans un dîner le soir de Noël. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite à cause de ça. J'ai pensé à tous les Noëls où j'avais essayé si fort. Tous les cadeaux soigneusement emballés. Toutes les fois où j'avais conduit jusqu'à Sonoma en espérant que ce serait l'année où ils me verraient. Me verraient vraiment. Toutes les fois où je m'étais assise à leur table en ayant l'impression de prendre une place que je n'avais pas gagnée. Et maintenant me voilà dans une banquette d'un dîner de relais routier avec personne n'attendant rien de moi et nulle part où je devais être. Ça aurait dû sembler solitaire, mais ce n'était pas le cas. La serveuse est passée pour remplir mon café. « Tu vas bien, chérie ?» « Ouais, ai-je dit. »« Je pense que oui. » Elle a souri. « C'est bien. Joyeux Noël. » « Joyeux Noël. » Je lui ai laissé un pourboire de $20 sur une note de $7 et suis rentré chez moi. Mon appartement était sombre et calme quand je suis arrivé. J'avais laissé les lumières du sapin de Noël allumées, et elles scintillaient toujours dans le coin. J'avais décoré le sapin toute seule quelques semaines plus tôt. Rien de sophistiqué, juste des lumières et quelques ornements que j'avais collectés au fil des années. Personne n'était venu le voir. Personne n'avait fait de commentaires dessus. C'était juste pour moi. J'ai fait une autre tasse de thé et me suis assise sur mon canapé dans le noir, et j'ai pensé au contraste. Rentrant chez eux dans la voiture exiguë de tante Evelyne avec la tension si épaisse qu'on pouvait la couper, papa en colère, Marianne pleurant, Lucas envoyant des SMS frénétiquement, tous me blâmant probablement. Moi assise seule avec mon thé et mes lumières de Noël et mes pensées. L'un de ces scénarios aurait dû être meilleur que l'autre, mais je n'arrivais pas à déterminer lequel. J'avais passé tant d'années à croire qu'être seule signifiait que j'avais échoué quelque part. Que si je passais les fêtes toute seule, cela signifiait que je n'étais pas assez bien ou assez aimable ou assez famille. Mais assise là cette nuit-là, j'ai commencé à me demander si peut-être j'avais pris les choses à l'envers. Peut-être qu'être seul valait mieux qu'être avec des gens qui vous faisaient sentir seul de toute façon. Peut-être que le calme valait mieux que le genre de bruit qui noyait votre propre voix. Peut-être que la paix valait mieux que la proximité. Je me suis endormi sur le canapé vers 2h du matin avec les lumières de Noël encore allumées et mon téléphone encore éteint et aucune idée de ce que demain apporterait. Mais pour la première fois depuis très longtemps,
je n'en avais pas peur. Je me suis réveillé le matin de Noël avec la lumière du soleil traversant mes fenêtres et le bruit de mes voisins à l'étage préparant le petit déjeuner. Mon cou me faisait mal d'avoir dormi sur le canapé, et ma tasse de thé était toujours posée sur la table basse, et mon téléphone était toujours branché à l'autre bout de la pièce où je l'avais laissé. Je me suis levé lentement, me suis étiré, et fait du café, me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine regardant le parking où quelques enfants faisaient du vélo neuf et testaient de nouvelles trottinettes. Des trucs normaux de matin de Noël. J'ai pensé à allumer mon téléphone. Puis j'ai décidé de ne pas le faire encore. Au lieu de cela, je me suis fait un petit déjeuner. Œufs brouillés et toast. Rien de spécial. Je l'ai mangé lentement à ma petite table de cuisine. Et j'ai pensé à quel point ce Noël était différent de tous ceux d'avant. Pas de conduite jusqu'à Sonoma. Pas d'inquiétude sur quoi porter ou quoi apporter. Pas d'attente assise à la table de quelqu'un d'autre pour être reconnu. Juste moi dans mon appartement avec mes œufs et mon café et mes lumières de sapin de Noël. C'était le plus petit Noël que j'ai jamais eu. Et d'une certaine manière, c'était le premier où je ne me sentais pas petite. J'ai rallumé mon téléphone cet après-midi-là, le jour de Noël, vers 15 heures. Il y avait 68 SMS, 42 appels manqués, 11 messages vocaux. Je ne les ai pas tous lus, j'ai juste scanné assez pour avoir la température générale, en colère, confus, exigeant, et puis alors que les heures passaient et que je ne répondais pas, de plus en plus désespéré. Le dernier message était de Marianne, envoyé à 14h14 cet après-midi-là. Brooke, s'il te plaît. Nous devons parler de ça. Ton père est très contrarié, et nous ne comprenons pas pourquoi tu fais ça. Quoi que nous ayons fait pour te blesser, je suis désolé, mais tu ne peux pas juste nous couper comme ça. Nous sommes une famille. J'ai fixé ce mot, famille. Drôle comme ça ne comptait que quand ils avaient besoin de quelque chose. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Au lieu de cela, j'ai appelé Lydia Moore. Elle était l'avocate que j'avais utilisée quelques années auparavant quand j'avais acheté ma voiture et eu besoin d'aide avec la paperasse. Elle m'avait donné sa carte et m'avait dit de la contacter si jamais j'avais besoin d'un avis juridique. Je l'avais gardée dans mon portefeuille. J'ai appelé sa ligne de bureau, ne m'attendant pas à ce que quelqu'un réponde le jour de Noël, mais elle a décroché à la 3e sonnerie. Lydia Moore. Bonjour, Lydia. C'est Brooke Holston. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années sur un achat de véhicule. Brooke, oui, je me souviens. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vous parler d'un prêt VA que j'ai co-signé et de quelques problèmes familiaux qui ont surgi. Je sais que c'est Noël, et je peux attendre après les fêtes si vous avez besoin que je le fasse. Elle est restée silencieuse un moment. Êtes-vous en sécurité? Est-ce une urgence? Je suis en sécurité. Ce n'est pas une urgence exactement, mais je pense que j'ai besoin d'une représentation légale pour la suite. D'accord. Pouvez-vous me donner la version courte? Je lui ai raconté. L'hypothèque, la co-signature, l'humiliation du réveillon de Noël, les suppressions d'autorisation, les appels et SMS exigeant que je répare tout. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, premièrement, ne répondez directement à aucune communication de votre père ou belle-mère. Tout passe par moi à partir de maintenant. Compris? Compris. Deuxièmement, vous n'avez rien fait d'illégal. Vous retirez en tant qu'utilisateur autorisé est votre droit. Révoquez les autorisations de paiement sur vos propres comptes et votre droit. Ils peuvent être en colère à ce sujet, mais ils ne peuvent pas vous obliger à maintenir un soutien financier. C'est ce que je pensais, mais je voulais m'en assurer. Troisièmement, nous devons parler de cette hypothèque. Vous êtes toujours sur le prêt en tant que co-emprunteur, ce qui signifie que vous êtes toujours responsable s'ils font défaut. C'est le vrai problème ici. Puis-je faire retirer mon nom? Pas facilement. Ils devraient refinancer sans vous, ce qui signifie qu'ils devraient être éligibles par eux-mêmes, ou ils devraient vendre la maison et rembourser le prêt, ou vous devriez prouver une sorte de fraude ou de coercition lors de la signature originale, ce qui serait difficile après 6 ans. J'ai senti mon estomac couler. Donc, je suis coincé. Vous êtes lié à eux financièrement, oui, mais cela ne signifie pas que vous êtes coincé d'autre manière. Vous pouvez fixer des limites. Vous pouvez refuser de fournir un soutien supplémentaire. Vous pouvez protéger vos autres actifs et revenus. Et s'ils essaient de vous mettre la pression ou de vous harceler, nous pouvons obtenir des ordonnances légales pour arrêter cela.
Je veux me protéger, ai-je dit. De quelque manière que nous devions le faire. Bien. Je vais vous envoyer un accord de mandat. Une fois que vous le signez, je deviens votre avocate attitrée. Toute communication à ce sujet passe par moi. Votre famille peut me contacter si elle le souhaite, mais elle ne peut plus vous contacter à moins que vous ne consentiez explicitement. Merci, Lydia. Elle a fait une pause. Je ne connais pas toute votre histoire, et vous n'avez pas à tout me dire maintenant, mais d'après ce que vous avez dit. Vous faites la bonne chose. Fixer des limites n'est pas cruel. C'est de l'autopréservation. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre cela jusqu'à ce qu'elle le dise. L'accord de mandat est arrivé ce soir-là. Je l'ai signé électroniquement et l'ai renvoyé. Le lendemain matin, j'avais un email de Lydia avec un modèle de réponse que je pouvais envoyer à quiconque me contactait. C'était simple et professionnel. Toutes les questions concernant ma relation financière avec Thomas et Marianne Olston sont gérées par mon avocate, Lydia Moore. Veuillez adresser toute communication à son bureau. Je l'ai copié et collé dans un SMS et l'ai envoyé à papa, Marianne, Lucas et tante Evelyne. Puis j'ai bloqué leur numéro. Pas par colère, pas par méchanceté, juste parce que j'avais besoin d'espace et de silence et de la capacité de penser sans que mon téléphone vibre toutes les 15 minutes avec des tentatives de culpabilisation et des accusations. Les jours suivants ont été calmes. Suspicieusement calmes. Je suis retourné au travail le lendemain de Noël. Mes collègues ont demandé comment s'étaient passées mes vacances, et j'ai dit que c'était bien, et ils n'ont pas insisté. Je me suis concentré sur les rapports d'inventaire et les calendriers d'expédition et tous les détails normaux et ennuyeux de mon travail. Cela a soudainement semblé être un soulagement. Puis le 28 décembre, Lydia a appelé. Votre père a essayé de refinancer l'hypothèque, a-t-elle dit sans préambule. Il a été refusé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une, son crédit a pris un coup après ses cartes refusées le soir de Noël. Paiement en retard, avis de dépassement de limite, ce genre de choses apparaît vite. 2. Sans vous comme co-emprunteur, il n'est pas éligible aux mêmes conditions de prêt. Son revenu seul n'est pas suffisant pour couvrir le paiement mensuel sur une hypothèque conventionnelle pour une maison de cette taille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est coincé aussi. Il ne peut pas vous retirer du prêt sans refinancer. Il ne peut pas refinancer sans vous ou sans beaucoup plus de revenus. Et il ne peut pas vendre la maison sans votre signature parce que vous êtes sur l'acte. J'ai fermé les yeux. Donc, nous sommes tous les deux piégés. Dans un sens. Mais voici le truc, il a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Vous ne vivez pas dans cette maison. Vous n'en dépendez pas pour vous abriter. L'hypothèque est payée depuis leur compte, pas les vôtres. Tant qu'ils continuent de faire les paiements, cela ne vous nuit pas. Et s'ils arrêtent de faire les paiements, alors le prêteur se retourne contre vous deux, votre crédit est détruit avec le leur. Mais étant donné que votre père vient d'essayer de refinancer, je suppose qu'il est très motivé pour continuer à faire ses paiements. Elle avait raison. Les paiements ont continué d'arriver. Automatiquement prélevés du compte de papa le 1er de chaque mois, comme une horloge. Mais d'autres choses ont commencé à arriver. La licence d'agent immobilier de Marianne a expiré. J'en ai entendu parler par tante Evelyne avant de la bloquer. Apparemment, Marianne avait manqué certaines exigences de formation continue et n'avait pas payé certains frais. De petites choses qui se sont accumulées. L'entreprise de papa a commencé à avoir des problèmes aussi. Rien de catastrophique, juste le genre de déclin lent qui arrive quand quelqu'un est distrait et stressé et ne prête pas attention aux détails. Des clients qui sont allés voir d'autres entrepreneurs, des projets qui ont dépassé le budget, de petites erreurs qui ont coûté de l'argent. J'en ai entendu parler par morceaux par des gens que nous connaissions tous les deux, par des publications Facebook que j'ai vues avant de ne plus suivre tout le monde, par le téléphone arabe de manière que je ne pouvais pas tout à fait bloquer même en essayant. Et je n'ai rien ressenti à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de culpabilité. Juste une sorte de reconnaissance distante que les conséquences existent et que les gens y font face. Lydia a géré quelques tentatives de contact. Papa a appelé son bureau 2 fois en exigeant de me parler. Elle lui a dit poliment que je ne prenais pas d'appel et que toute communication devait passer par elle. Il a envoyé une lettre, un vrai courrier physique à mon appartement. Lydia m'a conseillé de ne pas l'ouvrir. Je la lui ai donnée non ouverte, et elle a renvoyé une réponse sur papier à en-tête légale, réitérant les limites. Marianne a essayé de m'ajouter en amie sur un nouveau compte Facebook sous un nom légèrement différent.
J'ai refusé et augmenté mes paramètres de confidentialité. Lucas m'a envoyé un message LinkedIn, et « On peut parler ?» Ça devient hors de contrôle. Je n'ai pas répondu. Tante Evelyne a laissé un message vocal sur mon téléphone professionnel d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment elle a eu le numéro. Le message était long et divaguait sur la famille et le pardon et comment je déchirais tout le monde. Je l'ai supprimé et j'ai demandé à l'informatique de bloquer les appels externes vers mon poste. Chaque tentative qu'il faisait pour me joindre ne faisait que renforcer ce que je savais déjà. Il ne voulait pas s'excuser. Il ne voulait pas comprendre. Il ne voulait rien réparer. Il voulait juste que je revienne et que je répare les problèmes que mon absence avait créés. Et je n'allais pas faire ça. Lydia m'a dit quelque chose début janvier qui m'est resté. Le silence est la limite qu'ils ne peuvent pas franchir, a-t-elle dit. Ils peuvent envoyer des lettres. Ils peuvent laisser des messages. Ils peuvent se plaindre à des amis communs. Mais si vous ne répondez pas, si vous ne vous engagez pas, ils n'ont aucun pouvoir. Est-ce cruel, ai-je demandé. De juste les couper complètement? Est-ce cruel de se protéger de gens qui vous blessent? Je n'ai pas répondu. Elle a continué, écoutez, je fais du droit de la famille depuis 20 ans. J'ai vu tous les types de dysfonctionnements que vous pouvez imaginer, et j'ai appris que les gens qui crient le plus fort à propos de la loyauté familiale sont généralement ceux qui la violent le plus. Ils veulent que vous reveniez parce que vous étiez utile, pas parce qu'ils vous aiment. Comment savez-vous la différence? Parce que s'ils vous aimaient, ils auraient remarqué que vous étiez parti avant que leur carte de crédit n'arrête de fonctionner. Cela a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je suis resté avec ça longtemps après que nous ayons raccroché. Toutes ces années que j'avais passées à essayer de prouver que je valais la peine d'être aimé, d'être gardé, de valoir un siège à la table. Et ils n'avaient remarqué que j'étais précieuse que quand j'avais arrêté de leur donner accès à ma valeur. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la famille. C'est juste de l'utilisation. Et j'en avais fini d'être utilisé. À la mi-janvier, les appels et les messages avaient en grande partie cessé. Soit ils avaient abandonné, soit Lydia les avait effrayés, soit ils étaient passés à leur prochaine crise. Je ne savais pas laquelle, et je n'ai pas demandé. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. J'allais à la salle de sport. Je lisais des livres. Je regardais des émissions. Je vivais ma petite vie tranquille. Et lentement, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Le silence dont j'avais eu si peur, la solitude que j'avais essayé d'éviter toute ma vie, n'était en fait pas si mal. C'était en fait plutôt paisible. Personne n'exigeant rien. Personne ne me faisant me sentir petite. Personne n'utilisant ma force comme excuse pour ignorer mes besoins. Juste moi faisant mes propres choix, fixant mes propres limites, vivant ma propre vie. Pour la première fois en 32 ans, je n'essayais pas de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. J'étais juste, et c'était assez. Mais même avec toute cette paix, même avec toute cette clarté, il y avait encore des nuits où je restais éveillé à me demander si j'étais allé trop loin. C'est arrivé environ 3 semaines après Noël. J'étais allongé dans mon lit à fixer le plafond, et mon esprit continuait de revenir à ce restaurant. Au visage de papa quand j'ai dit que je n'étais pas de la famille. Aux appels que j'avais passés depuis le parking. Au choix que j'avais fait de lui couper l'herbe sous le pied le jour de son anniversaire. Avais-je été cruel? Avais-je surréagi? Avais-je gâché Noël pour tout le monde parce que mes sentiments étaient blessés? Les doutes s'insinuaient comme de l'eau sous une porte lentement au début, puis écrasante. Je me suis levé et j'ai fait du thé que je n'ai pas bu. Je me suis assise sur mon canapé dans le noir. J'ai tourné ces questions encore et encore dans mon esprit. Peut-être que j'aurais dû juste partir tranquillement et gérer ça plus tard. Peut-être que j'aurais dû le confronter en privé au lieu de retirer le soutien financier là, sur le champ. Peut-être que j'aurais dû lui donner une chance de s'expliquer ou de s'excuser. Peut-être que c'était moi qui avais tort. J'ai pris mon téléphone. Il était 2 heures du matin, mais j'ai failli appeler Lydia quand même. J'ai failli lui demander si ce que j'avais fait était légalement correct mais moralement discutable. J'ai failli lui demander si se protéger comptait comme une vengeance. Mais je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, je me suis assise là avec mon téléphone à la main et je me suis forcé à me souvenir. Pas la version aseptisée. Pas la version où je surréagissais ou étais trop sensible ou interprétais trop les choses. La vraie version. J'ai fermé les yeux et me suis remise dans cette salle à manger privée.
J'ai revu la table, la nappe blanche, les bougies, les 6 couverts arrangés soigneusement à une extrémité. Je me suis vue entrer, souriante, essayant d'appartenir. Je me suis vu compter les chaises et réaliser qu'il n'y en avait pas pour moi. Je l'ai ressenti à nouveau. Ce moment de confusion, cette fraction de seconde où j'ai pensé, peut-être que c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un remarquerait. Peut-être que quelqu'un réparerait ça. Et puis la voix de papa, claire comme de l'eau de roche. Les sièges sont réservés à la famille. Pas dit en privé. Pas chuchoté comme une explication. Dit à voix haute pour que tout le monde entende. Et les rires. Le caquetage aigu de tante Evelyne, le sourire narquois de Lucas, le sourire satisfait de Marianne. Je me suis souvenu être debout là avec mon sac à main sur l'épaule et mon cadeau soigneusement emballé dans les mains et nulle part où m'asseoir. Je me suis souvenu du sentiment d'être effacé, d'avoir été informé que je n'appartenais pas à la famille pour laquelle j'avais sacrifié. Et j'ai réalisé quelque chose assise là dans mon appartement sombre à 2 heures du matin. Je n'ai pas gâché Noël. Eux l'ont fait. Je n'ai pas fait ce plan de table. Je n'ai pas choisi d'humilier quelqu'un devant toute sa famille. Je n'ai pas décidé que quelqu'un qui avait co-signé une hypothèque et abandonné ses avantages VA ne valait pas une chaise. Je n'ai fait aucune de ces choses. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de les protéger des conséquences de leur propre choix. Parce que voici ce que je faisais depuis des années sans m'en rendre compte, chaque fois que papa prenait une décision qui me blessait, je l'absorbais. Chaque fois que Marianne m'excluait, je lui trouvais des excuses. Chaque fois que Lucas obtenait un traitement préférentiel, je me disais que c'était bon. J'encaissais le coup. J'avalais la douleur. Je continuais de me présenter et d'essayer et d'espérer que finalement, il me verrait. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a valu d'être retiré du dîner de Thanksgiving. Ça m'a valu une bougie soldée pour Noël. Ça m'a valu d'être debout seul à une table sans siège pendant que tout le monde riait. Ma protection ne les a pas fait mieux me traiter. Elle a juste rendu plus facile pour eux de me traiter plus mal. Alors quand j'ai retiré cette protection, quand j'ai arrêté d'absorber les dégâts, ils ont finalement dû faire face à ce qu'ils avaient fait. Et ils n'ont pas aimé ça. Pas parce qu'ils se sentaient mal de m'avoir blessé, mais parce que c'était gênant pour eux. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma cruauté. C'est juste une cause et un effet. Je me suis levé du canapé et suis allé à mon bureau. J'ai sorti le dossier où je gardais toute la paperasse de l'achat de la maison, les documents de prêt VA, l'accord d'hypothèque, les formulaires d'autorisation que j'avais signés. Je les ai regardés à nouveau. Vraiment regardés. Ma signature était sur 17 pages différentes. 17 fois j'avais mis mon nom en jeu pour des gens qui ne pouvaient même pas me garder un siège au dîner. Et nulle part dans aucun de ces documents il n'était dit que je leur devais un soutien financier inconditionnel indépendamment de la façon dont ils me traitaient. Nulle part il n'était dit que co-signer une hypothèque signifiait accepter la violence émotionnelle. Nulle part il n'était dit qu'être forte signifiait que je n'avais pas le droit d'avoir des limites. J'avais fonctionné selon des règles qui n'existaient pas. Des règles qu'ils avaient inventées. Des règles qui ne s'appliquaient qu'à moi. Tu es si forte. Tu peux tout gérer. Tu n'as besoin de personne. Ce n'étaient pas des compliments. C'étaient des excuses. Des excuses pour ne pas être là pour moi, pour ne pas me protéger, pour ne pas m'aimer de la façon dont je les avais aimés. Et j'avais cru ces excuses pendant si longtemps, j'avais oublié que j'avais le choix. Mais j'avais le choix. J'ai toujours eu le choix. J'ai choisi de signer ces documents parce que je croyais que la famille signifiait quelque chose. J'ai choisi de continuer à me présenter parce que je croyais que finalement je serais vu. J'ai choisi d'absorber la blessure parce que je croyais que c'est ce que font les gens forts. Et puis le soir de Noël, j'ai choisi quelque chose de différent. J'ai choisi d'arrêter. Pas parce que je voulais me venger. Pas parce que je voulais leur faire mal. Mais parce que rester dans ce schéma tuait quelque chose en moi, ma dignité, mon estime de soi, ma croyance que je méritais mieux. Et choisir de protéger ces choses, choisir de fixer une limite, choisir de dire ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. J'ai remis la paperasse dans le dossier et les fermé. Les doutes étaient toujours là, plus calmes maintenant, mais présents. Peut-être qu'ils seraient toujours là. Peut-être que je me demanderais toujours si j'aurais pu gérer ça différemment. Mais se demander n'est pas la même chose que regretter. Je suis retourné au lit, et cette fois je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin,
le soleil traversait mes fenêtres, et je me sentais plus légère d'une certaine manière. Comme si j'avais posé quelque chose de lourd que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Le doute reviendrait parfois. Je le savais. Il y aurait des moments où je me remettrais en question, où je me demanderais si j'étais la méchante dans la version de quelqu'un d'autre de cette histoire. Mais je savais aussi ceci, je me suis tenu dans ce restaurant et j'ai compté ces chaises et j'ai entendu ces mots et j'ai ressenti cette humiliation. Et personne qui n'était pas la personne qui ne savait pas ce que ça faisait n'avait le droit de me dire comment j'aurais dû réagir. Pas papa, pas Marianne, pas tante Evelyne ou Lucas ou quiconque pensait que j'aurais dû juste sourire et encaisser et continuer d'être la fille pratique qui ne demandait rien et leur donnait tout. Je ne leur devais pas ça. Je ne devais ça à personne. Et si choisir de me protéger signifiait que leur Noël était gâché, eh bien, peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de décider que je ne valais pas un siège à leur table. J'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé par la fenêtre par un matin de janvier. Quelque part à Sonoma, papa était probablement encore en colère, essayant toujours de trouver comment réparer ses finances sans mon aide, se disant toujours que j'étais celle qui avait surréagi. Laissons-le penser ça. Je connaissais la vérité. Et la vérité était simple, je n'ai pas gâché Noël. J'ai juste arrêté de le sauver pour des gens qui avaient déjà gâché le mien. Une année passe différemment quand vous n'attendez pas que quelque chose change. J'écris ceci maintenant en décembre 2025, exactement un an après ce dîner de réveillon de Noël, et ma vie ne ressemble en rien à ce que je pensais qu'elle serait. Je suis toujours à Sacramento, travaillant toujours au même poste de logistique, vivant toujours dans le même appartement avec le même canapé et le même sapin de Noël dans le coin. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais tout a changé. J'ai commencé une thérapie en février. J'ai trouvé une femme nommée Dr Patricia Chen qui se spécialise dans les traumatismes familiaux et les vétérans militaires. J'étais résistante au début. J'avais passé tant d'années à être la forte qu'admettre que j'avais besoin d'aide ressemblait à un échec. Mais le Dr Chen m'a dit quelque chose lors de notre première séance qui m'est resté, la force n'est pas de ne jamais avoir besoin de soutien. C'est de savoir quand le demander. Alors, j'ai demandé. Nous avons parlé de la mort de maman quand j'avais 16 ans et comment j'avais appris à prendre soin de tout le monde sauf de moi-même. Nous avons parlé de l'armée et comment les compétences qui me gardaient en vie au combat me gardaient aussi isolé dans la vie civile. Nous avons parlé de papa et Marianne et de cette chaise vide et de toutes les années que j'ai passées à essayer de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Lentement, au fil des mois, j'ai commencé à guérir. J'ai renoué avec certains de mes amis militaires, des gens avec qui j'avais servi et qui comprenaient ce que signifiait être fort et avoir quand même besoin de quelqu'un. Nous avons commencé à nous rencontrer une fois par mois pour un café. L'un d'eux, Jordan Hill, avait été dans mon équipe lors de mon deuxième déploiement. Un après-midi dans un café à Folsom, il en a parlé. « Tu te souviens m'avoir dit de rester calme quand les munitions ont commencé à exploser ?» a-t-il dit. Tu as attrapé mon bras et tu as dit, on fait ça ensemble ou on ne le fait pas du tout. Je me souviens que ça m'est resté. Et j'ai réalisé après être sorti que j'avais arrêté de vivre de cette façon. J'avais commencé à penser que je devais tout faire seul. Moi aussi, ai-je dit doucement. Jordan et moi avons commencé à faire de la randonnée ensemble les week-ends. Rien de romantique, juste deux vétérans qui comprenaient que parfois vous avez besoin de quelqu'un pour marcher à côté de vous. D'autres amitiés ont suivi. Une femme de ma salle de sport m'a invité à un club de lecture. Un voisin qui avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. De petites connexions, des connexions normales, le genre pour lesquelles je n'avais jamais pris le temps quand j'étais trop occupé à essayer de réparer ma famille. Le travail s'est amélioré aussi. En mars, mon superviseur m'a offert une promotion au poste de coordinatrice logistique senior. Meilleur salaire, plus de responsabilités, une équipe à gérer moi-même. J'ai failli dire non. Vieilles habitudes la voix dans ma tête disant que je ne le méritais pas. Mais ensuite j'ai pensé à cette chaise vide, et j'ai dit oui. L'hypothèque est toujours là. Mon nom est toujours sur ces documents. Papa et Marianne font toujours les paiements chaque mois. Lydia me dit que finalement ils vendront la maison ou que cela se réglera par la succession. De toute façon, je serai libre de ça un jour. D'ici là, ce n'est que de la paperasse. Un rappel de qui j'étais et de ce que j'ai appris depuis. Je n'ai pas parlé à papa depuis le réveillon de Noël. Marianne a essayé de me contacter en avril par une connaissance commune, une histoire sur la façon dont papa avait été chez le médecin et qu'ils avaient trouvé quelque chose d'inquiétant.
J'ai demandé à Lydia de vérifier via les dossiers publics s'il y avait réellement un problème médical. Il n'y en avait pas. C'était juste une autre tentative pour me ramener. Une autre urgence qui nécessitait que je mette de côté mes limites et que j'accours. Je ne l'ai pas fait. Lucas s'est fiancé en juillet. Je l'ai vu sur Facebook avant de désactiver finalement mon compte. La famille dont j'avais voulu faire partie continuait sans moi. Et j'étais d'accord avec ça. Mieux que d'accord, en fait. En septembre, j'ai fait du bénévolat avec une organisation de vétérans qui aide les anciens membres du service à passer à la vie civile. J'ai rencontré des gens qui luttaient comme j'avais lutté, qui se sentaient perdus et seuls, et comme si toute leur force devait être un acte solo. Et j'ai pu leur dire ce que le docteur Chen m'avait dit, vous n'avez pas à faire ça seul. Une femme, une ancienne infirmière de l'armée nommée Rachel, a éclaté en sanglots quand j'ai dit ça. Elle tenait le coup depuis si longtemps que d'entendre la permission d'avoir besoin d'aide a juste ouvert quelque chose. Je suis resté assise avec elle pendant qu'elle pleurait. Je n'ai pas essayé de réparer ça. Je suis juste resté assise là et je l'ai laissé ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir. C'est ce que cette année a été. Faire de la place pour la thérapie et l'amitié et le travail qui compte et les samedis matins calmes où je n'ai pas à jouer un rôle pour qui que ce soit. Pour une vie qui est la mienne. Noël arrive à nouveau. Je peux le sentir dans l'air. L'année dernière, j'aurais été anxieuse à ce stade, me demandant si je serais invitée, me demandant comment me faire assez petite pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour moi. Cette année, j'organise. Juste un petit truc. Jordan et quelques autres vétérans, Rachel et son partenaire, mon voisin qui n'a pas de famille à proximité. Peut-être 8 ou 10 personnes au total. Je fais un dîner simple. Rien de sophistiqué. J'ai acheté une table qui tient réellement dans mon appartement. 8 chaises. Des vraies. Des solides. Le genre que personne ne peut enlever. Et chaque personne assise sur ces chaises sera quelqu'un qui a choisi d'être là. Quelqu'un qui me voit. Quelqu'un qui sait que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de présence. C'est une question de faire de la place. C'est une question de regarder quelqu'un et de dire, tu as ta place ici. Je pense à papa parfois. Je me demande s'il regarde en arrière sur ce réveillon de Noël et réalise ce qu'il a fait. Je ne pense pas que je le saurai un jour. Et j'ai fait la paix avec ça. Certaines personnes passent toute leur vie sans apprendre que leurs actions ont des conséquences. Certaines personnes ne comprennent jamais que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut exiger. Papa pourrait être l'une de ces personnes. Mais je ne suis pas responsable de sa croissance. Je ne suis responsable que de la mienne. Et j'ai grandi. J'ai appris qu'être forte ne signifie pas être silencieuse. Que fixer des limites n'est pas de la cruauté. Que s'éloigner des gens qui vous blessent n'est pas la même chose qu'abandonner la famille. J'ai appris que les gens qui vous disent que vous surréagissez sont généralement ceux qui ne veulent pas faire face à ce qu'ils ont fait. J'ai appris que le silence peut être la réponse la plus puissante. Que vous ne devez d'explication à personne pour vous protéger. Et j'ai appris que parfois la famille dans laquelle vous êtes né n'est pas la famille que vous êtes censé garder. Parfois, vous devez construire votre propre table. Alors me voilà. J'ai 33 ans, je vis dans un petit appartement à Sacramento, je fais un travail pour lequel je suis doué, je vois un thérapeute, je me fais des amis, j'organise un dîner de Noël pour des gens qui veulent réellement que je sois là. Ma vie est petite selon certaines normes. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je ne possède pas de maison. Mais j'ai la paix. Et j'ai de la dignité. Et j'ai une table avec 8 chaises où chaque siège est destiné à quelqu'un qui compte y compris moi. Ce réveillon de Noël l'année dernière, debout dans ce restaurant à compter les chaises et à réaliser qu'il n'y en avait pas pour moi. Je pensais que ma vie finissait. Mais elle ne finissait pas. Elle ne faisait que commencer. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je sais que c'est une longue histoire, et peut-être qu'elle a touché une corde sensible pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous êtes tenu dans une pièce où il n'y avait pas de siège pour vous. Peut-être que vous avez été le fort qui n'a jamais pu être doux. Peut-être que vous avez tout donné à des gens qui ne vous ont rien rendu. Si c'est vous, je veux que vous sachiez quelque chose, vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas tort de vouloir mieux. Je suis si curieuse de savoir d'où vous écoutez tous. Laissez un commentaire ci-dessous et partageons nos pensées. Si cette histoire a résonné en vous,
S'il vous plaît, abonnez-vous à Revenge Stories Lab, aimez cette vidéo et appuyez sur cette cloche de notification pour que plus de gens puissent entendre des histoires comme celle-ci. Parce que parfois la chose la plus importante que nous puissions faire est de dire la vérité sur ce qui nous est arrivé. Pas pour se venger, pas pour blesser qui que ce soit, mais pour nous rappeler les uns aux autres que nous méritons mieux et qu'il n'est jamais trop tard pour construire la vôtre.